Bonjour à tous. Alors, je suis Isabelle Kermen. Vous allez entendre une intervention, une présentation à 3 voix. On va commencer avec Cécile de Hausson, qui est professeure en didactique de la physique à l'Université Paris Diderot, donc à Paris. Ensuite, je prendrai la parole. Donc, moi, je suis maître de conférence en didactique de la chimie à l'Université d'Artois. Et vers la fin de mon intervention, je conclurai ensuite, on aura Gaël Couvreur, qui est professeur de physique-chimie au Collège des Marches de l'Artois à Marquion, dans le Pas-de-Calais. Et pourquoi nous sommes 3 ? Eh bien, tout simplement parce que ce sujet engage 3 types de personnes. Alors, ça s'intitule Atelier BD Chimie, mais avant cet atelier BD Chimie qui a eu lieu au Collège de Marquion en 2017, il y a eu un projet de recherche qui s'appelle Sarabande, dont le porteur était Cécile de Hausson. Et donc la première partie de l'exposé sera faite par Cécile de Hausson pour vous parler du projet de Sarabande. Et ensuite, moi, je vous présenterai les résultats de l'atelier BD Chimie qui a été fait au Collège de Marquion, puisqu'il s'agit d'un prolongement du projet Sarabande. Voilà pourquoi nous sommes 3. Merci Isabelle. Voilà, merci Isabelle. D'abord, je voudrais remercier l'ESP Île-Nord-de-France parce qu'effectivement, si on a pu prolonger notre projet de recherche dont je vais vous parler tout de suite, Sarabande, c'est parce qu'on a eu un soutien de l'ESP Île-Nord-de-France pour pouvoir étendre, éprouver aussi un certain nombre de résultats qu'on avait pu mettre en lumière au travers du projet Sarabande sur des disciplines qui n'étaient pas la chimie. Et c'était une opportunité pour nous qui était assez exceptionnelle de pouvoir continuer ce projet dont on pensait en fait qu'il se terminerait en 2016, ce qui du coup n'a pas été le cas. Donc mes premiers remerciements vont à l'ESP Île-Nord-de-France et mes deuxièmes vont à Gaël Couvreur qui nous a accueillis tout au long de cet atelier BD Chimie et puis bien sûr à ma collègue Isabelle qui a pris la responsabilité de ce projet spécifique. Voilà, donc moi je vais vous parler de Sarabande d'une manière un peu générale. Sarabande, c'est avant tout un projet de recherche, vous verrez, qui engage un certain nombre de partenaires et au premier chef une association qui s'appelle Stimuli, qui en fait au départ est un collectif de scientifiques, donc de chercheurs, de dessinateurs de bande dessinée, de chercheurs en bande dessinée et de médiateurs scientifiques. Ce collectif a été créé, et je la mentionne parce qu'elle a été là tout au long des ateliers BD Chimie, a été créé par Laurence Bordenave, qui est microbiologiste et médiatrice scientifique. Et dans ce collectif, elle a créé un dispositif qui s'appelle les ateliers BD Sciences, qui existe depuis 2011 et qui, jusqu'à présent, étaient des actions de médiation scientifique hors les murs de l'école ou dans les murs de l'école, mais qui n'avaient pas fait l'objet de recherche, c'est-à-dire que ces ateliers étaient portés par les intimes convictions des acteurs qui les portaient, par l'enthousiasme des élèves ou des jeunes qui étaient impliqués, par l'enthousiasme des acteurs. Et en fait, l'association Stimuli s'est rapprochée du laboratoire de didactique André Revuse pour pouvoir mettre en place un protocole de recherche qui permettrait d'objectiver ce qui se passe quand des élèves sont impliqués dans la création de planches de bande dessinée dans un dispositif très particulier dont je vais vous parler tout de suite. Donc notre rôle en tant que chercheur, ça a été de trouver des indicateurs d'impact d'une telle action de médiation pour essayer d'en objectiver les effets, à la fois sur les apprentissages, qui sont de nature diverse, hein, vous verrez, pas exclusivement scientifiques, mais d'étudier l'impact de ces ateliers sur un certain nombre de dimensions liées aux apprentissages, mais aussi à la motivation, etc. Donc on a bénéficié pour ça, pour que vous compreniez un peu, d'un financement assez important de la région Île-de-France dans le cadre d'un programme qui s'appelait, à l'époque en 2013 quand on a déposé le dossier, PICRI, donc c'est un projet de partenariat institutions citoyens pour la recherche et l'innovation qui soutient des actions de recherche impliquant une association de la société civile et un laboratoire de recherche. Donc on a déposé un projet dans ce contexte et le projet a été accepté, financé pour 3 ans entre 2014 et 2016. Donc en fait, ce que vous allez entendre ici, c'est un petit résumé des 3 années du projet, ce qu'on en a tiré en termes de résultats. Alors je vous parle un tout petit peu des ateliers BD pour que vous puissiez, ce qui évitera à Isabelle de le faire par la suite, mais sachant qu'on a gardé exactement le même dispositif, le même fonctionnement pour les ateliers BD chimie. Donc le principe est le suivant.
On part d'un discours que je vais qualifier par la suite de discours savant entre guillemets, c'est-à-dire que l'idée c'est de regarder comment circule un discours ou un discours savant qui est ici énoncé par un doctorant, une doctorante ou un ou une jeune docteur, donc qui va nous parler de son domaine de recherche. On a spécifiquement ciblé sur ce projet PICRI, Sarabande et son prolongement des domaines scientifiques qui relevaient des sciences de la nature, donc biologie, géologie, des sciences de la matière, physique et puis chimie donc, et puis des mathématiques, donc ce qu'on pourrait appeler en gros les sciences expérimentales ou les sciences dures. L'idée étant de regarder, ça c'était notre travail de chercheur, comment le discours savant circule, se transforme, se modèle, si on peut dire, quand il passe au travers de ces ateliers BD et se retrouve finalement dans une planche de bande dessinée. En gros, ce qu'on voulait regarder, c'est qu'est-ce que des jeunes qui sont impliqués dans ce travail de mise de création d'une planche de bande dessinée conservent ou ne conservent pas, comment ils transforment des éléments de savoir énoncés par un chercheur, un jeune chercheur, qu'est-ce qui motive finalement les choix qu'ils font pour construire une bande dessinée. Donc en gros, je vous laisse ici, ce qu'on voulait faire dans Sarabande, c'était de caractériser la manière dont s'opère cette espèce qu'on a appelée une dialectique entre un discours savant d'une part et puis les contraintes qu'impose une planche de bande dessinée pour ce qu'elle est. Sachant qu'il y a des règles assez précises à respecter, choix de personnages, des organisations qui sont à la fois spatiales et chronologiques, ce que c'est qu'une mise en récit, un choix d'intrigue, de chute, etc. On vous en reparlera après. Donc des propriétés ou des attributs qui sont spécifiques finalement de la bande dessinée et qui par certains aspects peuvent être compatibles ou non avec l'énoncé d'un discours savant. Et évidemment, ça nécessite pour les jeunes de faire des choix. Et nous, notre hypothèse, c'était que ces choix allaient être pilotés à la fois par des choses qu'ils avaient retenues et qui pouvaient relever des apprentissages qui pouvaient être à la fois de nature scientifique, mais aussi de nature graphique, puisque les deux activités étaient impliquées dans ces ateliers BD. Alors, ce qu'on a fait dans Sarabande, c'est qu'on a fait 6 ateliers. On a répliqué en fait des ateliers pour voir un petit peu ce qui se passait pour une même thématique, mais avec un docteur ou un doctorant différent. Donc 2 en physique, 2 en microbiologie et 2 en cryptographie. Donc vous aurez reconnu physique, biologie, mathématiques. En tout, on a eu 41 jeunes. Il faut savoir que ces ateliers sont faits sur la base du volontariat pour les jeunes. Et on a eu des élèves, on a étalé les ateliers à la fois sur des niveaux qui allaient du cycle 4 à la classe de seconde. Et dans chaque atelier qui dure 12 heures, vous avez, alors pas toujours présents tous en même temps, mais en tout cas un doctorant, une doctorante, un médiateur, une médiatrice scientifique, et puis un dessinateur, une dessinatrice, soit illustration graphique, soit bande dessinée. Voilà, et donc tout ça interagit pour à la fin créer une planche de bande dessinée. Donc en gros, bon, ça c'est simplement pour vous présenter les différents acteurs du projet Sarabande, mais je ne vais pas m'étaler. Mais en gros, vous aviez donc des chercheurs du laboratoire, des membres du collectif Stimuli, parmi lesquels des médiateurs scientifiques, des graphistes, dessinateurs de BD et chercheurs en bande dessinée. Un espace de formation, un CCSTI, en fait, un centre de... Je ne connais plus la signification de l'acronyme, mais en gros, des espaces de médiation du savoir scientifique, le musée de sciences, l'Exploradome en l'occurrence. Oui, c'est ça, culture scientifique, qui a accueilli des ateliers quand ils n'étaient pas faits en établissement scolaire. Et puis, évidemment, les docteurs et les doctorants qui allaient s'impliquer dans les ateliers. Donc en gros, notre apport en tant que chercheur, c'était de pouvoir définir un cadre d'analyse, un cadre de travail, ce que nous on appelle dans notre jargon un cadre théorique, pour essayer d'attraper des choses qui pourraient nous renseigner sur ce que deviennent ces éléments de discours savant quand ils circulent dans ces ateliers BD, et surtout, qu'est-ce qui explique les planches qu'on récupère à la fin. C'est-à-dire, de quoi les planches sont-elles le résultat? En gros, c'était un petit peu ça la question. Sachant que, évidemment, on est parti des représentations des élèves sur qu'est-ce que c'est qu'une BD.
Alors une BD, vous voyez, une BD... Alors là, je prends la bande dessinée au sens le plus classique du terme. Je pense que si vous êtes amateur ou amatrice de bande dessinée, vous savez que les auteurs s'amusent aujourd'hui avec les codes, on va dire, de la BD ligne claire qu'on connaît depuis les années 40, 50. Aujourd'hui, les auteurs s'amusent beaucoup avec les planches, les plans. Voilà. Vous savez ça si vous lisez de la BD contemporaine. En tout cas, nous, l'idée pour nous, c'était que les représentations des élèves, qui peuvent avoir des représentations aussi influencées par le manga, qui engagent pas tout à fait les mêmes codes. Mais en tout cas, grosso modo, vous avez une lecture qui se fait de gauche à droite et de haut en bas. Cette lecture, elle est chronologique, c'est-à-dire que l'organisation des cases, elle permet une organisation temporelle, j'en parlerai tout à l'heure, ce qui en science est évidemment important à regarder. Et puis vous avez de l'image, du texte, de la narration. Cette narration, elle engage un certain nombre de clés de récit. Une amorce, Isabelle en reparlera, une intrigue, une chute. Et puis vous avez coexistence, comme je le disais, de bulles et de plans avec des implicites qui sont ces implicites et les ellipses étant représentées par les espaces entre les cases. Donc, nous, nos hypothèses de travail, au départ, c'était de se dire, finalement, on a des spécificités propres à l'écriture graphique, narrative dans la bande dessinée qui vont venir rencontrer des tendances de la pensée naturelle en sciences. Parce que je pense que vous n'ignorez pas que quand un individu n'est pas tout à fait... je vais utiliser une expression un peu dure, mais disons que vous savez que les individus ont une pensée pré-scientifique ou scientifique naïve qui est déjà très organisée en fait, qu'on connaît sous le nom de conception par exemple, et qui permet aux jeunes élèves notamment d'expliquer tout un tas de phénomènes du monde qui les entoure avec des raisonnements extrêmement cohérents, extrêmement robustes, mais qui ont le mauvais goût parfois d'être tout à fait pas du tout conformes avec les sciences qu'on va leur enseigner. Et en fait, il se trouve que ces raisonnements qui sont légitimes mais qui sont parfois très éloignés de la science qu'ils vont apprendre à l'école, ces raisonnements, parfois, ils vont présenter des caractéristiques assez proches de ce qui pourrait être mis en scène dans une planche de bande dessinée. Et du coup, parfois, la bande dessinée peut être un support d'expression de ces raisonnements pas tout à fait conformes, ou au contraire, la bande dessinée peut aussi être utilisée pour modifier ces raisonnements pas tout à fait conformes. Donc nous, on voulait regarder un petit peu comment se jouait cette espèce de dialectique entre la pensée des élèves et puis les contraintes de la BD et le discours savant. Par exemple, vous savez que quand les élèves donnent des explications en sciences, souvent ils organisent les explications dans le temps. Ils vont vous dire et alors d'abord la lumière elle part du soleil, et puis après elle vient sur les objets, et puis ensuite elle part dans les yeux, etc. Et vous avez une mise en récit finalement des explications scientifiques qui engagent du temps avec du et puis alors, et donc une causalité qui s'exprime en termes de récits chronologiques avec des causes qui précèdent les effets. Et or, en science, il arrive que les causes ne précèdent pas les effets et que tout soit simultané. Et cette simultanéité-là, elle est compliquée, et la BD ne favorise pas nécessairement ce jeu de simultanéité des événements entre eux. Donc tout ça, c'était un petit peu, pour nous, important à regarder. Mais la BD, elle permet plein de choses. Elle permet de jouer avec les échelles, ce qui en science est extrêmement important, les échelles de temps, les échelles de distance. Vous pouvez représenter sur une même planche des choses très loin, des choses très proches, des choses très petites, des choses très grandes. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi jouer avec cette tendance qu'ont les jeunes élèves à anthropomorphiser, c'est un énorme mot pour dire à donner vie en fait à des éléments inertes. Hein. Vous connaissez tous Il était une fois la vie où les cellules parlent, les organes se parlent entre eux, etc. Donc qui peut avoir beaucoup d'inconvénients mais aussi beaucoup d'avantages. Et puis voilà, tout un tas de choses que permet la BD et qui aussi peut permettre de jouer un peu avec la science. Parce que ces raisonnements-là, parfois, ils ne sont pas nécessairement néfastes à l'apprentissage. Une mauvaise manière de penser la science, ce n'est pas forcément une mauvaise manière d'apprendre la science. Le tout, c'est de savoir ce qu'on en fait.
Bon, alors du coup, voilà. Ma BD, ça va être, ça c'est ce que se dit l'élève, ça va être ça. J'imagine qu'une BD, c'est tout un tas de choses que je viens de vous rappeler. Et puis, il va falloir que dans cette BD, je fasse rentrer des éléments d'un discours que je vais écouter. Et nous, on a utilisé un cadre, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'appelle celui de la genèse instrumentale et qui permet en fait d'examiner comment une planche qui a un certain nombre de propriétés, d'attributs, qui n'est pas faite pour diffuser de la science au départ, va devenir à un moment donné ce qu'on appelle dans cette théorie que je vous citais un instrument, c'est-à-dire cette fois-ci une BD qui va se donner un but précis et qui est d'accueillir des éléments d'un discours savant. Donc elle change de statut en fait, cette BD. Elle va avoir un statut très particulier. Les questions qu'on s'est posées, c'est finalement comment l'artefact bande dessinée va façonner la traduction des éléments de la présentation du doctorant. Voilà, comment est-ce que les propriétés imposent d'une certaine manière aux élèves de faire des choix particuliers. Et du coup, par voie de conséquence, quelle va être la validité des éléments de connaissance qui vont être contenus dans la bande dessinée. Et surtout, est-ce que ces éléments de connaissance qui vont être présents dans la BD ont quelque chose à voir avec le discours savant? Parce qu'après, il peut y avoir des choix qui dépassent ceux du discours du doctorant. Alors, pour que vous sachiez comment on a travaillé, pour chaque atelier, on avait cette organisation-là. C'est-à-dire qu'en gros, on choisissait avec le doctorant le type de discours qu'il allait proposer. On avait donc des réunions préparatoires avec les doctorants, les médiateurs, l'atelier se déroulait, ensuite on avait création de la planche et une restitution avec une exposition. Et nous, avec tout ça, on prenait des données à chaque étape. Soit des données enregistrement sonore, soit des données enregistrement vidéo, comme vous le voyez, et puis évidemment, on avait les numérisations des planches. Alors, ça nous a fait beaucoup de données, hein. Vous voyez, 12 heures, 6 ateliers, ça fait beaucoup de données. Donc, évidemment, on n'a pas tout traité. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a d'abord analysé les planches. C'est-à-dire qu'on est parti de la fin. On a pris les 41 planches, issues des 6 ateliers, et puis on a essayé de s'élaborer une grille d'analyse. Et comme on était nombreux dans l'équipe, on a pu le faire en double aveugle. C'est-à-dire qu'en gros, chacun a pris les planches de son côté, s'est fait sa petite grille, puis ensuite on a regardé ensemble si on trouvait des éléments d'analyse communs et on a mutualisé. Et on a regardé du côté des sciences ce qu'il y avait dans les planches, on a regardé du côté de la BD ce qu'il y avait dans les planches, et puis on a regardé du côté de l'interaction BD-sciences ce qu'il y avait dans les planches. Voilà, par exemple, une question qui nous a pas mal intéressé, c'était de regarder si les éléments de savoir scientifique qui étaient mis en scène participaient à l'intrigue ou pas. Ou est-ce que c'était juste du décorum? Vous allez voir que ça, si je le dis, c'est parce qu'il y aura des choses très particulières en chimie de ce point de vue. Et puis après, on a essayé de regarder s'il y avait des choses communes aux 3 disciplines, physique, microbio et crypto, et puis savoir s'il y avait des spécificités disciplinaires. Et évidemment, le fait d'avoir eu l'opportunité d'étendre nos ateliers à la chimie, ça a permis aussi de regarder de manière plus précise si la chimie échappait finalement à ces 3 autres, s'il y avait des spécificités, lesquelles, etc. Et après, une fois qu'on a fait ça, évidemment, il y a des planches qui nous ont particulièrement intéressés parce que soit le savoir était complètement en arrière-plan de l'histoire, soit au contraire parce que sans connaître le savoir engagé, on comprenait rien à l'histoire. Donc vous voyez, on avait un peu les 2 extrêmes. Du coup, on a choisi des planches qui étaient un peu spécifiques de ce point de vue et on a remonté leur histoire complètement. C'est-à-dire qu'en gros, là, pour le coup, on a repris toutes les données et on a essayé de comprendre quel choix, pourquoi, quel rôle avaient eu les interactions avec la médiatrice ou le médiateur, quel rôle avaient eu les échanges avec le dessinateur ou la dessinatrice, pour comprendre en fait comment on en était arrivé là. Parce qu'on a vous verrez, hein, il y a des choses qui sont extrêmement surprenantes. Et du coup, voilà, on s'est servi en fait des données audio-vidéo une fois qu'on avait sélectionné les planches qui nous intéressaient le plus. Bon, alors je vais passer pas beaucoup de temps là-dessus, mais ça permet de préparer le terrain pour la suite. Donc, en gros,
quelques résultats. Alors, si cette chose vous intéresse, sachez qu'on a un article qui sort dans très peu de temps dans une revue qui s'appelle Journal of Science Communication, c'est en anglais, mais où on raconte absolument tout ça de manière détaillée, avec le protocole de recherche, etc. Alors vous voyez, parfois vous avez un savoir qui est extrêmement présent dans la planche, qui est d'ailleurs exprimé en termes à peu près corrects ou corrects, qui est une reprise finalement du discours du doctorant, qui participe pas ou très très faiblement à l'intrigue, c'est-à-dire que dans les bulles, en fait, vous pouvez mettre n'importe quoi, l'histoire fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette planche, c'est un extrait, hein, vous avez Tom et Jerry, alors Tom qui s'en va dans une fusée, et en fait il n'arrête pas il parle, en fait il a une espèce de logorée comme ça infinie. Ce qu'il dit, il énonce en fait des propriétés du soleil, ce qui était exactement l'exposé du doctorant qui était dans l'atelier, et puis il y a la souris qui essaye de lui dire un truc, tout au long de la BD. En gros, elle essaye de lui dire tu mets la manette en arrière, tu mets la manette en arrière, tu mets la manette en arrière, tu mets un. Parce qu'en fait, il a donné un coup de coude et du coup, il a mis marche arrière au lieu de mettre marche avant. Et en fait, lui, il écrase complètement l'alerte de la souris et il l'écrase avec un discours scientifique. Le soleil est loin, il est ceci, il est cela. Mais si vous mettez à la place j'ai pris mon petit déjeuner ce matin, ça marche pareil. Voyez, donc c'est ça qu'on appelle quand le savoir n'est pas partie prenante de l'intrigue. Ça c'est intéressant parce que du coup c'est des planches qui sont extrêmement informatives d'un point de vue scientifique, qui ont presque une valeur didactique dans le fond, mais qui du coup peinent à donner. Voilà, le savoir n'est pas partie prenante. C'est vraiment ça, on ne peut pas le dire autrement. Et alors, à l'inverse, vous avez des planches, c'est complètement l'inverse. Vous ne pouvez pas comprendre la planche si vous ne connaissez pas le savoir scientifique qui est engagé. Ça, c'était très vrai en crypto. Et d'ailleurs, on a eu des planches extrêmement, alors moi je vais dire extrêmement drôles, mais peut-être vous, ça vous ferait pas rire du tout, mais les jeunes ont vraiment joué avec les décodages, les encodages qu'impose le savoir cryptographique. Vous savez, il y a la notion de clé, qui est un concept très important en crypto, évidemment, parce que c'est qu'une clé d'encodage. La notion de temps, avec dans l'encodage, ce qui est important, c'est que on arrive toujours à décoder un code pratiquement, ou à craquer un code. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit long, que ça prenne du temps. Et en fait, les jeunes ont beaucoup joué avec cette possibilité que la planche offre de pouvoir dérouler une histoire dans le temps. Et souvent, dans les planches, on avait un message qui partait, et le lecteur, le temps qu'il lise l'ensemble de la BD, en fait, il pouvait décoder le message. Mais ça avait pris le temps de la planche. Et là, en l'occurrence, c'est des élèves dans une classe, il se passe un gros code, comme ça, qui est encodé en code César. En plus, le code est correct, hein. Ils ont utilisé un vrai code César qu'ils avaient entendu dans la présentation. Et donc, le prof attrape le papier parce que les élèves sont en train de se le passer. Et puis, il se retrouve avec ce truc, indéchiffrable. Et l'élève dit, t'inquiète, moi j'ai utilisé un code César en décalage de 4 lettres, donc ça c'est un savoir correct. Et puis quand le prof, au bout d'un moment, lit le papier, en fait on a une dernière case qui est dring. Et en fait ce que dit le message, c'est le cours est terminé, ça sonne. Donc il y a une espèce de rapprochement entre la situation qui est ça sonne et ça y est, on a réussi à décoder le message. Donc vous voyez, deux extrêmes. C'est partie prenante, c'est pas partie prenante. Et puis, parfois, on a des savoirs qui sont complètement absents. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, il n'y a rien qui a été mis en scène là-dedans. Il y a toujours quelque chose qui a été mis en scène, en fait. Cette planche, elle nous a fait beaucoup transpirer parce que, alors, vous voyez, c'est un fou qui est dans le désert, alors, c'est un fou, on le reconnaît, hein, parce qu'il a des petits... Ça, c'est les petits archétypes de la BD, mais... Si tu veux le ouais, c'est là. Pas du tout. Bon. Pardon. Oui. Vous voyez, il y a les petits trucs là. Ça a l'air de rien, mais c'est ça le fou en fait. Donc, il se balade dans le désert et puis, en fait, il se trouve très très proche du soleil. Alors, il va empiler des déchets. Parce que dans le désert, il y a des déchets, c'est connu. Et puis, il va essayer d'attraper le soleil. Donc, en fait, il y a un jeu de perspective ici. Puis, en fait, au moment où il met son dernier objet... le monticule s'effondre, mais il est content parce qu'il a pu s'accrocher au soleil. On se dit là, on est loin, hein, on est vraiment vraiment loin du savoir de départ.
Et ben en fait, cette planche, on l'a gardée. Parce qu'il y a un jeu avec la distance Terre-Soleil, en fait. Et le doctorant en a beaucoup parlé dans son exposé. Quand on a réécouté l'exposé, il a énormément parlé pour une chose très précise, c'est qu'il a dit deux choses. Elle a dit d'ailleurs, c'était une femme, elle a dit le soleil est à 8 minutes le soleil est à 8 minutes lumière de la Terre. Information factuelle. Et elle a aussi dit le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et Mounir, dont la planche est ici, il a énormément discuté à ce moment-là. Il a dit, ah bon, mais 8 minutes, c'est tout. Moi, je croyais que c'était très très loin. Il dit, bah oui, 8 minutes lumière, c'est 150 millions de kilomètres. Et on sait, nous, en recherche en didactique, que c'est extrêmement difficile de penser les distances en temps-lumière. Parce que une distance en temps-lumière, déjà, quand j'ai dit ça, j'ai dit distance et temps. Donc, voilà. Donc, 8, c'est petit. Donc il est très étonné. Et en fait, nous, on n'avait pas compris, mais en fait, il a pris énormément la parole dans l'atelier à ce moment-là. C'est celui qui a été le plus actif au moment où on parlait de la distance, et du coup, c'est ça qu'il a mis dans sa planche. Mais tout en étant un peu troublé par ces 150 millions, qui en fait sont 8, qui ne comprend pas bien, que pourquoi à un côté on me dit 150 millions, et puis après on me dit 8, enfin bref, donc tout ça est resté. Et surtout, on lui a dit, mais en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, le jeu de perspective, avec la dessinatrice, il devait s'entraîner sur 3 petits... Je pense, Gaël, ils ont fait la même chose. Il devait écrire un petit scénario en 3 cases. Et lui, il a voulu... Le soleil, ça lui faisait penser à chez lui, le soleil, parfois, se couche dans son panier de basket, par effet de perspective. Donc du coup, c'est ça qu'il met là, vous voyez ? Et c'est ça qu'il voulait faire dans sa BD. Et la deuxième chose aussi, c'était qu'il ne voulait pas une BD de science. Pour lui, une BD, c'est drôle. Et donc, il le dit. Oui, mais après, c'est une BD, il ne faut pas aller trop loin dans le scientifique. Donc Mounir, voilà. Il ne veut pas dire qu'il a... Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une BD qui est très faiblement informative d'un point de vue scientifique que l'élève n'a rien appris. Mais nous, pour le savoir, il faut qu'on remonte le fil de l'histoire de la planche. Et ça, c'était quand même important. Alors évidemment, on a des savoirs qui sont malmenés. Je veux dire, on nous parle, dans le discours savant, on nous parle du soleil qui pèse tant. Alors évidemment, on retrouve un soleil qui, hop, va sur une balance qui n'a scientifiquement aucun sens. Aucun. Mais ça a un côté un peu drôle. Et à la fois, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas appris quelque chose. Sauf que c'est un des résultats. Ils s'affranchissent en fait de cette rigueur scientifique pour jouer avec, presque sans moquer. Il y a une ironie très forte derrière certaines planches. L'ironie, elle est très forte sur la case d'à côté, c'est-à-dire qu'ils ont joué avec la gravitation pour en faire un truc complètement inverse. Là, on a complètement perverti le savoir scientifique. Là, une gravitation qui refoule, c'est affreux. Moi, j'ai envie de partir en courant comme ça. Mais en fait, ça sert l'intrigue. Et après, ce qui est important, c'est de réinterroger les élèves derrière en disant, bon, qu'est-ce que tu as voulu dire là ? Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a... Oui, mais moi je sais bien que ça marche pas comme ça. Mais si je le fais comme ça marche, 1, c'est pas drôle. 2, ça marche pas dans mon intrigue. Il faut savoir que l'idée n'était pas qu'il fasse une BD scientifique. Je l'ai peut-être pas dit, mais en fait la consigne c'est vous allez écouter un discours de science et vous allez faire une BD à partir de ça. C'est pas, vous allez nous faire une belle BD scientifique où on va apprendre plein de choses quand on va la lire. Donc finalement, les appropriations de connaissances, elles sont difficiles à saisir simplement en regardant les planches. Ça, je crois que c'est une première chose. En tout cas, ce serait extrêmement restrictif de dire je lis la planche, je sais ce qu'un gamin a appris. Sauf peut-être quand on a des restitutions quasiment à l'identique, comme celle que vous avez vue au départ avec le tome qui écrase le discours de la souris avec ses connaissances livresques sur le soleil. Vous avez des prises de distance qui sont assez fortes avec l'intégrité du savoir et qui en fait expriment aussi le fait que si une BD ça doit être ceci, 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 parfois ce qu'on me raconte en science c'est pas compatible avec tout ça, ou au contraire ça l'est.
Donc je vais chercher des éléments, je vais construire mon histoire autour, et si vous voulez savoir si j'ai appris quelque chose, venez me le demander. Je caricature un peu, mais en fait c'est ça. Et puis évidemment, et ça je crois que c'est un des résultats qui nous a le plus, je crois, pas étonné, mais en tout cas qui est un résultat fort qu'on voudrait valider en continuant les expérimentations, parce qu'évidemment on n'a pas du tout envie de s'arrêter là. Je crois que le fait de mettre des élèves dans des situations d'auteur, d'une certaine manière, ça leur permet aussi de saisir les contraintes qui pèsent quand on doit faire de l'illustration scientifique. Et vous savez tous que dès qu'on met la science en images, en particulier en images, vous allez avoir des virus VIH qui sont fort méchants et qui parlent, vous allez avoir des microbes qui sont fort méchants et qui parlent, vous allez avoir tout un tas de ressorts qui en eux-mêmes n'ont pas d'équivalent scientifique, mais qui sont là pour porter un message, qui répondent à des contraintes sociétales, graphiques, etc., qui ne veulent pas dire que les auteurs de ces choses-là n'ont rien compris en science, mais qui veulent dire qu'ils ont fait des choix. Et le fait de pouvoir mettre les élèves dans cette situation de faire des choix en conscience, on fait l'hypothèse que ça peut les aider à devenir des lecteurs critiques. Cette hypothèse, évidemment, on aimerait bien la valider d'une autre manière, en lançant une autre recherche, mais je pense que c'est une piste intéressante de se dire que éprouver soi-même les contraintes et les limites d'une transposition d'un discours savant dans une architecture graphique particulière et narrative, ça permet soi-même de se dire que les choix qui sont faits en dehors de nous ont peut-être des raisons d'être. Et que si un microbe, on lui met des yeux et des bouches, c'est pas parce qu'un microbe c'est un petit homme minuscule, mais c'est parce qu'on a des choses à dire avec ça. Voilà, donc si vous voulez nous lire, on a pas mal de choses. Le premier est passé du statut, j'ai pas modifié, mais je l'ai su cette semaine, donc c'est tout récent. Il est passé du soumis à accepté, donc voilà, vous pourrez le trouver bientôt dans la revue. C'est une revue en ligne qui est en open access, donc vous pouvez l'attraper comme vous voulez. Et puis alors, je vous informe que grâce à ce projet, on a mis en place un colloque extrêmement sympathique, je le dis parce que qui réunit des graphistes, des enseignants du secondaire, des enseignants du primaire, des chercheurs en éducation, en didactique, des auteurs, etc. Un colloque qui s'appelle Science en récit, science en image, Telling Science, Drawing Science. La première édition a eu lieu en 2016 à la Cité internationale de la BD. Et c'est un colloque qui a vraiment bien marché, les gens étaient extrêmement contents. On a eu, je ne sais pas si vous êtes connaisseur de BD scientifique, mais on a eu Étienne Lecroard qui est venu, on a eu Robin Cousin qui vient d'être primé à Angoulême, on a eu plein de gens, Mario Montaigne, etc. Ah non, on n'était pas là. Mais en tout cas, on a eu plein de gens et du coup, ça nous a hyper motivés. La Cité était ravie, donc ça nous a vraiment motivés pour recommencer. Donc, deuxième édition en 2019 à la Cité internationale de la bande dessinée. On est en train de le monter, voilà. Et vous êtes tous et toutes bienvenus. C'est un colloque qui n'est pas un colloque strictement académique comme on peut les imaginer, où chacun a sa place, où chacun peut venir raconter son expérience de mise en récit de la science. Et la nouveauté par rapport à 2016, c'est qu'on a ouvert aux sciences humaines et aux sciences sociales. Donc c'est sciences. Voilà. Donc il y aura des sociologues, il y aura des psychologues, il y aura des historiens, mais le programme n'est pas fait. Le programme, c'est les gens qui proposent des choses qui le font. Donc ça peut aller de l'expérience de classe aux petits... Enfin, voilà. Je ferai diffuser l'annonce de toute façon par l'ESP. Et voilà. Et donc ce que je vous disais, c'est que grâce à l'ESP Lille Nord-de-France, on a déplacé le projet vers les Hauts-de-France et on a pu recommencer, mettre à l'épreuve tous nos travaux sur de la chimie. Et donc du coup, je vais passer la parole à Isabelle. J'ai pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais voilà. Je vous remercie. Alors, on va changer de diaporama. Donc, quelques instants. C'est ça. Donc, voici le... Oui, merci.
Oui, d'accord. Bon, ça va aller. Donc, j'ai pris le même titre, bien sûr, c'est le titre de la conférence. Et là, je vais davantage parler des ateliers BD Chimie. Je vais exclusivement parler des ateliers BD Chimie. Et juste dans les dernières diapositives, je reviendrai sur les similitudes et les différences avec ce que vient de vous raconter Cécile. Alors, évidemment, moi aussi, je remercie les Spéline Nord de France qui nous a accordé un financement. Financement qui a permis donc à Thomas Gaudisson, c'est le jeune docteur qui a fait le discours dont je vous parlerai tout à l'heure. Morgane Parisi, c'est la dessinatrice. Et Laurence Bordenave, c'est la médiatrice scientifique de l'association Stimuli qui a créé les ateliers BD Sciences dont on vous a parlé au début. Donc, qui leur a permis évidemment de venir au collège des Marches de l'Artois à Marquion. Alors, donc, notre cadre théorique, je vais vous dire un petit peu la même chose que ce que vous a dit Cécile, mais peut-être avec des mots un tout petit peu différents. Finalement, on demande aux élèves de mettre en scène des savoirs qui proviennent de deux aspects, deux pôles. Il y a le pôle artistique, où on a là les spécificités de la planche de la bande dessinée. Donc ça veut dire effectivement une mise en dessin, mais aussi une mise en récit. Et le récit, c'est quelque chose qui est assez spécifique, c'est-à-dire il y a un début, il y a une fin, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut une chute. En général, il faut quand même quelque chose, soit une note humoristique, soit d'étonnement, il faut quelque chose qui termine la planche. Et puis, il faut organiser donc spatialement dans la planche le récit. On le verra tout à l'heure, la dessinatrice dit que c'est très important, ce qui peut se passer entre deux cases. Et puis, il y a également le fait que, il faut respecter une certaine chronologie. Donc, on a quelque chose, c'est ce cadre vide là qui est la planche que l'élève doit s'approprier. Nous on appelle ça l'artefact, Cécile a déjà employé ce mot tout à l'heure. Et puis de l'autre côté vous avez un pôle scientifique où on a des savoirs. Alors ici il s'agit des savoirs de chimie. Les savoirs de chimie sont très particuliers, enfin je le trouve, bien que je l'enseigne depuis très longtemps. Et plus j'enseigne d'ailleurs, plus je me rends compte de la particularité. Donc la chimie est à la fois une science et une industrie, mais là c'est pas le côté industrie qui va nous intéresser. C'est une science expérimentale, donc qui utilise des techniques assez particulières, qui sont aussi utilisées dans d'autres disciplines, mais pas nécessairement. Donc je vous ai mis une photo d'un dispositif de montage à reflux. Là on a une poudre qui sont en fait des nano-aimants que fait le docteur qui va nous parler après. Donc on a des dispositifs expérimentaux assez spécifiques et on a des savoirs particuliers, qu'on retrouve un petit peu dans toutes les sciences, à savoir que la chimie utilise beaucoup de modèles, bien sûr, les modèles qui sont des interprétations pour essayer d'expliquer et de prévoir le monde réel, la réalité expérimentale. Et donc il y a un jeu de va-et-vient entre ces deux mondes, le monde réel, la réalité expérimentale, et le monde des idées, le monde de l'interprétation. Et alors la difficulté de la chimie, sa spécificité, c'est qu'on a des modèles qui sont à deux niveaux. Au niveau macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, et au niveau microscopique ou nanoscopique, c'est-à-dire à une échelle qui est invisible à tout un chacun. Et c'est à cette échelle-là, l'échelle nanoscopique, qu'on utilise des atomes, des molécules dont vous avez entendu parler, bien sûr, ou des ions. Et vous savez aussi que la chimie a développé un langage particulier. Vous avez tous vu des formules chimiques, des équations chimiques, etc. Donc ça, c'est assez particulier. Et c'est un mode de communication très puissant pour les initiés. Donc, à partir de tout ça, des spécificités du savoir chimique qui sera donné à voir aux élèves et des spécificités de la planche de bande dessinée, eh bien, les élèves doivent, disons, faire quelque chose. Une planche de BD à vocation scientifique qui doit essayer de raconter une histoire qui soit un petit peu en lien quand même avec le discours qui avait été prononcé par le scientifique. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment l'élève se l'approprie, cette planche, et donc quelle fonction il va donner à cette planche. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc les fonctions, c'est-à-dire cette appropriation, c'est ce qu'on appelle l'instrumentation. Il y a une dynamique d'action du sujet, de l'élève vers la planche. Alors,
on a parlé de circulation de savoir tout à l'heure. Il s'agit effectivement ici d'étudier cette modalité tout à fait particulière de transmission d'un savoir, puisqu'elle est très réduite. Hein. L'exposé du docteur dure 2 heures au maximum. Il a lieu en une seule fois, donc c'est assez réduit. Et il s'agit qu'à partir de là, les élèves prennent des éléments et en fassent quelque chose. Et il y a différents savoirs, comme je viens de vous le dire. Hein. Vous avez vu, il y a le discours du docteur, donc du scientifique. Il y a aussi le discours de la dessinatrice qui sera porteur du savoir relatif au pôle artistique. Et auparavant, on a fait des rencontres préparatoires entre le docteur, le chercheur, c'est moi, et la médiatrice, où là, déjà, il y a une première transformation du savoir. Et puis ensuite, on a une autre circulation au cours de l'atelier où là, la médiatrice et la dessinatrice se posent en médiatrice entre le savoir qui a été exposé et ce qu'en ont retenu les élèves et ce qu'ils vont faire sur leur planche. Et la production finale, ce sont les planches. Donc on a la circulation du savoir à différents niveaux et de différents types de savoir, donc c'est assez complexe pour essayer de remonter de la fin vers le début. Et donc, on essaie de répondre aux 2 questions que je vous ai écrites ici, qui sont les mêmes que celles que vous a données Cécile tout à l'heure. Donc, quels sont, alors cette fois-ci, les éléments de savoir chimique, hein, puisque c'était de la chimie qui est exposée, mis en scène par les élèves, et comment ces éléments de savoir sont-ils mis en scène? Et ensuite, un peu plus général, qui ne touche pas spécifiquement la chimie, là, dans quelle mesure et de quelle manière l'artefact BD, c'est-à-dire les contraintes d'une planche de bande dessinée, contraignent la mise en récit des éléments du discours du scientifique, mise en récit qui a été faite par les élèves. Alors, les participants de l'atelier. Donc c'est très éclairé, donc on ne voit pas bien. Donc ici j'ai mis une photo. Alors d'abord, pardon, les 7 élèves de 3e du collège des Marches de l'Artois qui ont finalement fourni une planche. Donc là c'est la photo finale, là. Hein. C'est pas le début, c'est la photo finale. Donc vous voyez les 7 élèves, 2 classes de 3e, hein, comme je l'ai dit. Donc il y avait un jeune docteur, Thomas Gaudisson, jeune docteur en chimie. Donc une médiatrice. Alors malheureusement, Laurence, la médiatrice, je n'ai aucune photo d'elle. C'est celle qui les a prises, donc je ne peux pas vous la montrer. Une dessinatrice, donc Morgane Parisi, qui est là, et puis une enseignante de physique-chimie qui est là, mais qu'on reconnaît très bien, puisqu'elle est ici, c'est Gaëlle. Alors, comment avons-nous organisé l'atelier ? D'abord, j'en ai fait part il y a quelques instants, des rencontres préparatoires entre donc Thomas, Laurence et moi-même, où nous avons d'abord pris connaissance des thèmes de recherche de Thomas, puisqu'on ne le connaissait pas avant. Alors je précise que Thomas est un jeune docteur qui a fait ses travaux de thèse au laboratoire ITO10 de l'université Paris Diderot, hein, à l'UFR de chimie. On avait bien essayé de trouver quelqu'un dans la région, mais bon, on n'a pas réussi. Voilà, donc on a fait avec Paris. Donc Thomas a fait une thèse sur la synthèse de nano-aimants, dont on reparlera puisqu'il y a une planche qui est là-dessus. Donc il nous a parlé de ça et on voulait donc prendre connaissance de ses travaux pour voir un petit peu ce qui pouvait être accessible aux élèves et on lui a de notre côté fait part des grandes lignes des savoirs abordés par les élèves en 3e, enfin surtout avant, hein, 5e, 4e et un petit peu 3e, pour qu'ils sachent un petit peu ce que les élèves étaient capables de comprendre. Et du coup, alors ça c'est vraisemblablement une spécificité de notre atelier, il a axé, enfin une partie de son exposé, je vais y revenir tout à l'heure, mais sur quelque chose qui était un petit peu en dehors de sa recherche. Donc j'y reviendrai quand je vais vous décrire son exposé tout à l'heure, mais ça c'est vraisemblablement dû à ces rencontres préparatoires qui ont eu une influence assez grande, je pense. Alors ensuite, il y a eu les 4 séances donc, au collège de Marquion. Donc durant la première séance, c'est là que le docteur a fait son exposé. Et il y avait donc présence à chaque fois de Gaëlle, l'enseignante, en fond de classe, qui a permis de faire le lien, qui nous a raconté plein de choses. L'aide technique, hein, j'ai vu, pour les vidéoprojecteurs, etc. Enfin, pour tout un tas de trucs.
Et donc, lors de la première séance, on a le maximum d'intervenants, de participants, puisqu'il y a le docteur, la médiatrice et la dessinatrice. La dessinatrice qui déjà donne des premières façons de faire des dessins, de raconter une histoire, etc. Deuxième séance, donc vous voyez, médiatrice, dessinatrice, enseignante. Là, il y a des exercices de scénario et de dessin, parce qu'il ne s'agit pas que de dessiner, il s'agit aussi de faire un scénario. Puis, élaboration, mise en dessin. Et la dernière séance, c'était pour crayonner la planche et mettre en couleur. Et le 13 juin, il y a eu donc une exposition des planches. Là, je vous ai mis une photo de l'exposition, voilà, pardon, avec 6 des planches et puis 2 des élèves. Donc c'est Loïc et Antoine. Vous voyez, Antoine est très très grand et Loïc est tout petit. C'est ça qui est... Pardon. Mais en troisième, c'est assez amusant de voir les différences de taille, c'est étonnant. Et donc, lors de cette exposition, on avait les parents et le principal du collège. Donc c'était intéressant. Et c'est là que j'ai fait une prise de données, puisque j'ai interrogé chacun des 5 enfants qui étaient là, et qui m'a donc expliqué ce qu'il avait voulu mettre dans sa planche. Alors, durant l'atelier, donc, il y a des éléments du pôle artistique qui ont été proposés. Donc là, je vous ai mis un extrait de ce qu'a dit Morgane Parisi, la dessinatrice, lorsqu'elle est en train de leur parler de l'importance de ce qui peut se passer entre 2 cases. Entre 2 cases, elle dit, c'est ça qui est pratique en BD, le lecteur va toujours trouver, il va toujours compléter ce qui se passe. Donc, on se sert de ça en bande dessinée pour dire seulement les actions les plus essentielles. Il ne s'agit pas de tout raconter. Il s'agit de choisir des actions essentielles qui permettent au lecteur d'imaginer ce qui a pu se passer entre 2 cases. Et comme ça, on en met plusieurs dans une page, donc plusieurs actions essentielles, et le lecteur a l'impression que tout est fluide parce que son cerveau a automatiquement tout retravaillé. Elle a beaucoup insisté sur le rôle de l'imagination du lecteur et que le cerveau est habitué à imaginer des tas de choses entre les cases. Et l'un des exercices par lesquels elle les a fait débuter, c'était avec ce qu'elle a appelé des strips, c'est-à-dire c'est des bandes dessinées faites simplement de 3 cases. Alors elle a d'abord commencé par, dans la première case, elle avait mis quelque chose et puis les élèves devaient imaginer 2 autres possibilités dans les 2 autres cases. Puis elle a fait l'inverse aussi, elle leur a donné des strips où il y avait la 3e case qui était complète et à ce moment-là, les élèves devaient imaginer ce qu'il y avait avant. Donc un exercice préparatoire à l'établissement d'une planche. Alors, je vous ai mis également ce qu'a dit la médiatrice, donc Laurence Bordenave, au début de la 2e séance, qui est en fait le contrat qu'elle a décrit aux élèves. Et elle leur a dit, donc, aujourd'hui, il s'agit de choisir un des éléments qui vous a intéressé dans le discours de Thomas, dans tout ce contenu. Donc, ces techniques de séparation, et d'essayer d'expliquer, de raconter par une planche de bande dessinée à quelqu'un qui n'aurait pas assisté à cette séance avec Thomas, d'essayer donc d'expliquer ce sujet-là, ce point, cet élément que vous avez décidé de mettre en scène. Donc, raconter. Et il y a beaucoup de choix, beaucoup de façons de raconter quelque chose autour de différents sujets. Alors, est-ce que vous avez déjà des idées ? Et ça a été une difficulté, il leur faut du temps pour essayer de trouver quelque chose qu'ils puissent raconter. Et comme vous allez le voir, on a les mêmes types de planches que ce qu'on a eu dans les ateliers BD Sciences, c'est-à-dire quand le savoir fait partie de l'intrigue, quand il est accessoire ou autre. Voilà. Alors, qu'a raconté Thomas ? Alors, donc, il a raconté en fait 3 choses. D'abord, la croissance des cristaux, qui correspondait à ce qu'il avait fait lors d'un stage de master, je crois, son mémoire de master. Ensuite, il a parlé de nanoparticules injectables et puis de la synthèse des nanoaimants qui provient de sa thèse. Donc, je vous ai mis une diapositive là, alors on voit pas bien parce que il y a beaucoup de lumière, c'est pas grave, où on voit donc des cristaux, et c'était beaucoup plus gros sur le diaporama de Thomas. Ce sont des cristaux donc violets qu'on voit bien. Là, on a une échelle où c'est marqué 50 micromètres. Là, je vous ai mis une photo où on a un aimant et là une poudre minuscule, qui ne se voit pas bien dans l'éprouvette en plastique. Et c'était en fait une vidéo que je n'ai pas récupérée parce que c'est une vidéo de Thomas, où en bougeant l'aimant, on voyait nettement la poudre constituée de nano-aimants bouger dans le tube pour montrer les propriétés aimantées. Et puis, alors cet exposé donc, qui était en
3 thèmes qui correspondaient aux travaux de Thomas. À la suite de nos rencontres préparatoires, pour tenir compte un petit peu de ce que savent les élèves, il avait décidé de l'entrecouper à chaque fois de différentes techniques de séparation qui sont usuelles au laboratoire scolaire, mais aussi au laboratoire de recherche. Donc, et il a dit, dès l'entrée, il a dit, ce sera mon fil rouge, je vais vous parler de différentes techniques de séparation. Donc il a commencé par la distillation, puis chromatographie sur papier, puis chromatographie sur colonne. Et alors là, c'était pas dans le fil rouge, mais c'était dans l'exposé de la synthèse des nanoaimants, il a parlé d'une méthode de séparation qui est la centrifugation. Vous verrez pourquoi je vous en parle là. Donc, voici ce sur quoi portait l'exposé. Alors, comment avons-nous fait ? Eh bien, comme Cécile vous l'a dit tout à l'heure, d'abord on a transcrit un certain nombre de choses. Donc on a transcrit le discours du docteur, toute la première séance, pour avoir le discours du docteur, le discours de la dessinatrice. On a transcrit également les entretiens avec les élèves que j'avais fait lors de l'exposition des planches. Et puis on a cherché à reconstituer la genèse des planches, donc à 2 niveaux, pour essayer de déterminer quelles sont les spécificités de la bande dessinée qui influencent la mise en récit, et puis quelles sont les caractéristiques du savoir chimique qui ont été montrées, qui ont été exposées dans les planches. Et voici donc une première présentation des planches, le thème. Alors, 2 planches ont pris pour thème la croissance des cristaux. Ce sont les planches de Lily Rose et de Laurine. Une planche a pris pour thème l'attraction des aimants, celle d'Amélie. L'une, celle de Romain, a été autour de la centrifugeuse. Donc voilà pourquoi je vous ai montré la centrifugeuse tout à l'heure. Une a été la séparation des constituants d'un mélange liquide par distillation, celle de Teddy. Une autre, on a d'abord eu la formation d'un mélange, puis la séparation des constituants du mélange liquide par distillation, c'est celle d'Antoine. Et enfin, une sur l'élaboration des nanoaimants, celle de Loïc. Et donc, avant de rentrer dans le détail, je vais vous exposer, je vais vous présenter 5 de ces 7 planches, donc on verra un petit peu en détail ce qui les caractérise. Je précise quelles sont les caractéristiques générales de ces planches. Donc, première chose, les éléments de savoir qui ont été mobilisés par les élèves sont tous présents dans le discours du doctorant. Ils ne sont pas allés prendre quelque chose qui n'aurait pas été dit par le doctorant. Seulement, comme on va le voir, ce savoir va être soit moteur de l'intrigue, soit partie prenante de l'intrigue complètement, ou juste accessoire. Donc, il y en a 4 qui ont repris les techniques expérimentales, ce qui n'est pas très étonnant vu l'orientation qu'on avait donnée à l'exposé. Donc 2 sur la distillation et 2 sur la cristallogénèse et la croissance des cristaux. 2 planches ont extrait un objet singulier du discours, c'est-à-dire l'aimant ou la centrifugeuse, et ont bâti quelque chose autour qui n'a rien à voir avec le savoir chimique, si je puis le dire. On aurait très bien pu bâtir les mêmes planches à partir d'un exposé de physique ou autre. Et puis une sur l'élaboration des nanoaimants, où là, on va le voir, Loïc a repris toutes les étapes successives. Alors, les objets chimiques mentionnés, je vous ai parlé tout à l'heure de la spécificité de la chimie, macro, micro, etc. Bon, tous les objets chimiques mentionnés relèvent du niveau macroscopique, à une exception dans la planche d'ailleurs de Loïc, puisque au moment de l'élaboration des nanoaimants, il va nous montrer, comme l'avait fait le doctorant, un cliché de nanoparticules. Les élèves usent des artifices classiques de la bande dessinée, on va voir lesquels, la démesure, le personnage un peu fou, des choses comme ça. Les choix graphiques ont été déterminés par le savoir représenté pour certains d'entre eux, donc c'est-à-dire qu'on a la forme des cristaux qui reflète bien la forme de cristaux. Elle n'a pas été inventée. On a des étoiles pour figurer la lumière. Mais c'est aussi un code classique de la bande dessinée, ça. Donc ça joue dans les deux sens. Et puis il y a des erreurs commises de façon intentionnelle. L'exagération de la croissance des cristaux, vous allez voir. L'effet de l'attraction magnétique également, qui est exagéré de façon assez importante. Et là, on rentre vraiment dans le dur des savoirs chimiques. Vous verrez qu'il y a, dans la planche en question, qu'il y a une omission des changements d'état physique dans une colonne de distillation et dans le réfrigérant, puisque ça devrait passer de l'état liquide à l'état gazeux, puis de l'état gazeux à l'état liquide, mais ça, c'est oublié.
Bon, on essaiera de trouver une interprétation. Et puis il y a aussi, on le verra au moment où on va examiner les planches, des erreurs qui ont sans doute pas été commises de façon intentionnelle. Alors, la planche de Loïc. Donc, Loïc, en fait, raconte la synthèse des nanoaimants, c'est-à-dire le travail de thèse de Thomas. Donc, d'abord, ça se passe, il met ici dans le laboratoire de Thomas, et puis, ça c'est Thomas avec sa barbe, et il y a un collègue de Thomas qui lui dit ah, au fait, la concurrence chinoise, comment ça va, etc. Bon. Alors là, on a un montage, le montage de distillation à reflux, qui est la première étape de la synthèse des nanoaimants. Alors ça se voit pas bien, je suis désolée, mais dans le montage, alors il n'y a pas de support, hein, tout ça, ça tient droit, si je puis dire, sans pince de fixation. Et puis il y a un réfrigérant à boule qui est là, une colonne de réfrigération sans qui... Ouh, merci, ça va être bien là. Super, merci. Sans qu'on ait les tuyaux d'arrivée d'eau et les tuyaux de départ d'eau. Donc c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, ça c'est, on le verra pour tous. Alors ici on a une case qui figure un échantillon de nano-aimants avec donc des amas de... Alors, il n'a pas mis de couleur parce qu'il n'a pas eu le temps de crayonner en couleur, mais des amas plus foncés. Alors, ça, c'est pour faire référence au cliché de microscopie à balayage que leur avait montré Thomas, où il leur montrait que la signature des éléments cobalt et des éléments fer était différente, puisque ces nano-aimants sont constitués de cobalt et de fer, et que donc, par microscopie électronique à balayage, on peut vérifier qu'effectivement, il y a les deux éléments qui ont des signatures différentes. Donc, évidemment, Loïc n'a pas expliqué ça, mais il a retenu qu'il y avait quelque chose qui était caractéristique. Alors ensuite, il nous a mis fritage de la poudre, puisque Thomas leur a expliqué qu'une poudre, c'est pas très pratique et qu'il faut faire un objet qui soit... comment dire, qu'on puisse tenir, qu'on puisse utiliser, donc qui soit dur et compact. Et donc il y a une opération en chimie qui s'appelle le fritage, qui consiste à porter à haute température un solide, à une température qui soit néanmoins inférieure évidemment à la température de fusion. Et cette température, on la porte pendant longtemps, hein, pendant très longtemps d'habitude. Et c'était la nouveauté de la thèse de Thomas, c'est que lui, il avait trouvé un procédé qui permettait de faire ça en 15 minutes. Donc évidemment, gain de temps, donc gain d'argent, et de porter ça à une température relativement moins élevée que ce qui pouvait être fait parfois. Donc là, c'est l'autoclave où ça a lieu. Et donc là, retour des Chinois, hein, qui entrent en scène et qui... Alors, je n'arrive plus à lire ce qui est écrit, mais je crois que celui d'entre vous qui l'a pourra vérifier que c'est quelque chose du genre « Ah, mais comment ça, vous avez trouvé un procédé qui est plus intéressant que le nôtre, c'est pas bien, etc. » Et donc, ça se termine en bagarre. Hein, en bagarre, bim, bam, boum. Voilà. Donc, c'est là qu'on retrouve le côté enfantin, juvénile. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que là, le discours du scientifique est assez fidèlement restitué, mais l'intrigue aurait pu être la même, ça aurait pu être autre chose que la fabrication des nano-aimants, ça aurait pu être n'importe quel procédé de fabrication industrielle qui est soumis au secret industriel, et on aurait eu la même chute. Hein, c'est-à-dire, c'est en fait un problème de concurrence, quoi. Donc on retrouve ce qui avait été le cas dans certaines planches précédentes. Et donc lui, lorsque je lui ai demandé d'expliquer lors de la restitution, lors de l'exposition, pourquoi il avait fait ça, bon, il dit il avait bien retenu ça, hein, du discours de Thomas. Les Chinois, c'est la première concurrence qui fabrique des aimants, et donc ils disent qu'ils sont un peu jaloux. Et j'avais essayé de lui demander pourquoi. Il dit donc, ça coûte moins cher, le procédé de Thomas, il a retenu, ça coûte moins cher, donc du coup ils sont un peu jaloux et ça finit en bagarre. Donc vous voyez, qu'a-t-il appris? On ne peut pas vraiment le dire, hein, mais il a sans doute pris conscience qu'il y a un grand nombre de techniques différentes qui sont mises en œuvre pour arriver à la synthèse de ces nano-aimants. Alors la planche d'Amélie. La planche d'Amélie, ça s'appelle, vous avez vu, elle a mis la transformation. Donc, elle m'a dit, là c'est un enfant, elle m'a raconté ça quand je l'ai interviewé, mais c'est un enfant qui prend un bonbon dans un sac, puis il s'est trompé, il n'a pas vu que c'était des aimants, donc il ne se sent pas bien. Donc vous voyez là le code de la BD,
il y a quelque chose qui se passe, donc on a une étoile pour indiquer qu'il se passe quelque chose. Il dit, je croyais que c'était... Oui, je savais pas j'avais pas vu que c'était pas un vrai bonbon. Enfin bref, donc l'enfant marche dans la rue. Donc vous voyez, on a un passage piéton, etc. Et puis, il a mal à nouveau. Alors là, vous voyez, on a des petits signes qui indiquent que l'enfant est étonné. L'étoile qui nous rappelle qu'il a mal au ventre. Là, on a des petites parenthèses qui nous indiquent qu'il y a un mouvement. Vous voyez, ils reprennent bien les codes de la bande dessinée. Et puis là, l'enfant, évidemment, qui s'exclame. À nouveau, les petites parenthèses qui nous indiquent qu'il y a un mouvement de la voiture et là, du camion qui s'est renversé, enfin, du véhicule qui s'est renversé sur l'enfant. L'enfant qui se retrouve submergé par un certain nombre d'objets qu'on suppose être en fer. Hein. Et puis, tout à coup, c'est la transformation, c'est un Transformers. Alors je lui ai demandé, mais j'ai dit, mais attends, mais c'est quoi un Transformers? Moi je savais pas, hein. Je savais pas. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? Attendez, je l'ai noté. Elle m'a dit quelque chose du genre, attendez que je retrouve. Bon, elle m'a dit c'est un film. C'est un film avec des voitures. Avec des voitures. Attends. Voilà, c'est un film avec des voitures, c'est des robots qui se transforment en voitures et tout, une histoire comme ça. D'accord. Alors, vous voyez qu'elle a repris un des éléments du discours, puisque Thomas avait dit, actuellement, il y a des aimants dans beaucoup de domaines. Mon objectif, c'est de former des aimants. Et vous voyez, si j'utilise un barreau aimanté, tout va s'agglomérer autour du barreau aimanté et ce n'est pas une solution. Et là, il parlait du fait que dans son dispositif que Loïc nous a montré tout à l'heure, ce n'était pas un agitateur magnétique qu'il y avait dans le ballon, comme il y a très souvent dans les ballons de chimie, mais un agitateur mécanique, avec un dispositif mécanique en haut qui fait tourner une tige de verre mécaniquement, donc, et ce n'est pas par agitation magnétique. Pour ceux qui connaissent pas, je précise que d'habitude, il y a donc on appelle ça un chauffe-ballon aimanté, enfin bref, un dispositif qui fait tourner, un dispositif aimanté avec une rotation et qui fait tourner le barreau aimanté qui est dans le ballon. Et donc ça, le barreau aimanté qui est dans le ballon fait tourner tout le liquide. Et là, ils ne pouvaient pas, parce que si je fabriquais des aimants, évidemment, ils vont tous se mettre sur le barreau aimanté, c'est pas très pratique. Donc on utilise une agitation magnétique dans ce cas-là. Et donc vous voyez que là, elle a bien compris ça, enfin, c'est quelque chose qui a évoqué quelque chose de très fort pour elle, et elle l'a repris. Donc ça n'a rien à voir avec des procédés typiquement chimiques, mais tant pis, bien. Donc pas de mise en scène d'éléments typiquement chimiques. Et alors, comme moi, j'ai essayé de voir ce qu'il en était, je lui dis, qu'est-ce qui correspond à chimie dans ce que tu as fait? Et il me dit, c'est la transformation avec l'aimant. Ce qui n'est absolument pas tout à fait... Enfin, c'est pas ça, quoi. Une transformation chimique, c'est pas vraiment ça, puisque là, c'est une transformation d'apparence, c'est une modification de volume, mais on ne change pas la nature de ce qui compose le Transformers. Bien. Bon, c'est pas de la chimie, là, c'est pas grave. Alors, ensuite, la planche de Lily Rose. Lily Rose... Alors là aussi, elle a repris un élément du discours de Thomas, puisque la planche de Lily Rose, c'est la croissance des cristaux. Mais il n'y a pas qu'un élément de la reprise pas que la reprise d'un élément du discours de Thomas, je pense que Gaël en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que ces élèves avaient aussi participé à un atelier de croissance de cristaux 2 ans auparavant. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça a dû réactiver des connaissances, des choses qui leur avaient plu. Donc Thomas dit, c'est laissé une nuit à 250 degrés dans ce système, et un beau matin, j'ai eu la chance de récupérer ce genre de cristal, des bouquets et des amas qui poussent ensemble. C'est la photo que je vous ai mise tout à l'heure, violet. Et donc si on regarde ce que raconte Lily Rose, alors c'est quelque chose, oui, l'enseignant leur dit qu'il faut qu'ils fassent des cristaux, je crois. Hein, je me souviens plus bien, puis j'arrive pas bien à lire. Attends, voilà, c'est lequel? C'est celle-là, non. Si je l'ai, ce sera quand même... Non, c'est pas celle-là, je vais y arriver, excusez-moi. Ça commence par la dernière? Non, voilà. Voilà, c'est là. Donc, ah oui. Alors, arrivez-vous à former vos cristaux, dit l'enseignant. Oui, monsieur, disent-elles. Et donc, deuxième case, nous allons laisser se former les cristaux toute la nuit. À demain. Donc effectivement, on a reprise intégrale du discours du doctorant, parce qu'en général, quand on fait ça en classe, on se débrouille pour que ça ne dure pas trop longtemps, mais si on fait ça dans le cadre d'atelier, ça peut durer le plus longtemps. Et le lendemain, alors c'est là que ça devient intéressant, puisque ici, aux extrémités de la porte, on voit des petites parenthèses qui indiquent que la porte bouge.
Donc pour l'instant, la porte est encore fermée, mais il se passe quelque chose, ça bouge. Et donc on a les enfants qui disent « Oh là là, que se passe-t-il ?» Là, à nouveau, utilisation de code de la bande dessinée, passage de lumière qui est indiqué par ces étoiles, et puis aussi ces espèces de faisceaux lumineux. Mais d'où provient cette lumière? Et puis là, on voit que la porte est ouverte par l'enfant. On aperçoit des objets, là, des objets qui poussent, qui grossissent. Donc, d'une case à l'autre, il s'est passé quelque chose et on voit bien que c'est un instant d'après et que ça a grossi. Les enfants qui sont un petit peu interloqués avec les signes qui sont là. Et dans cette diapositive, il y a une des enfants qui dit « Oups, je crois que je me suis trompée dans la solution ». On voit les espèces de traits là qui sont des cristaux qui grossissent et qui grossissent encore ici, vous voyez. Et donc les enfants qui s'en vont à tire-d'aile, si je puis dire comme ça, mais enfin bref, qui courent, qui s'en vont parce qu'ils ont peur. Et effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit, j'avais peur parce que cette croissance exagérée. Et donc on voit bien que une des spécificités de la planche de bande dessinée qui est d'utiliser le déroulement dans le temps est parfaitement intégrée là, au scénario qui a été choisi. Et que ça cadre bien avec la croissance des cristaux. Le seul petit détail, qui est quand même un détail important, c'est la taille des cristaux. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander, ça m'intriguait quand même, et je lui ai dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait autant de matière à partir de si peu là? Puis quand on voit la taille de l'Erlenmeyer ici, on se dit, comment est-ce possible d'avoir autant de choses que là? Elle me dit, dans mon histoire, en fait, c'est juste un petit ingrédient que la fille, elle s'est trompée entre deux ingrédients, elle a mis le mauvais, et du coup, c'est disproportionné. Puis elle me redit un peu plus loin, oui, je sais que réellement c'est pas aussi gros que je me suis, mais je me suis dit que pour la BD c'était bien d'exagérer un peu sur la taille et tout ça. Donc là, c'est un code de la bande dessinée aussi qu'elle a parfaitement intégré. En bande dessinée, on peut exagérer, on peut prendre des libertés avec le réel. Alors la planche de Teddy. La planche de Teddy, c'est sur la distillation. Et alors là, c'est donc une planche qui est très aboutie parce que Teddy, il aime bien le dessin, il en a fait un petit peu auparavant. Et donc il me dit, c'est un savant fou, hein, vous reconnaissez la tête du savant fou, là c'est un des archétypes de la BD, c'est un savant fou qui surfe sur le net, alors il a même écrit sur le darknet, hein, et qui trouve une recette qui l'intéresse, qui se dit tiens je vais l'essayer. Et puis, dès la deuxième case, là, il dit « Oh, pas l'éthanol, comment vais-je faire? Mais si, je vais utiliser la distillation. » Et là, on ne comprend pas. Là, on ne comprend pas, on se dit « Mais attends, l'éthanol, qu'est-ce qui vient faire l'éthanol là-dedans? Quel est le problème ?» Et donc, il me l'a expliqué, quand je l'ai interrogé après, il y avait un liquide en trop, l'éthanol, grâce à la distillation, il va pouvoir le séparer. Mais là, vous voyez, il y a... alors, certes, on a dit qu'il se passait des choses d'une case à l'autre, mais là, il manque un élément quand même. Hein. Il aurait pu essayer de nous dire, dans une bulle ou quelque part, qu'effectivement, il avait mis de l'éthanol et que ce n'était pas prévu dans la recette. Bon. Et donc du coup, il nous montre, alors on a le produit de sa recette qui est un liquide rose. Alors vous aurez remarqué que les liquides ne sont pas marqués avec une surface horizontale, hein, il prend des libertés, c'est pour faire plus joli sans doute. Ici, nous avons le chauffage. Alors, on ne voit pas le chauffage, d'ailleurs. Hein, il n'y a pas d'ustensile de chauffage. Ça, c'est plutôt un élévateur. La colonne de distillation est très réduite, mais ça, c'est pas très gênant. Et puis, ici, on a le réfrigérant. Mais à nouveau, on n'a pas d'arrivée d'eau et de départ d'eau. Bon. Et on récupère à la fin, vous voyez, là encore, les traits de la BD, c'est très pour bien nous indiquer que les gouttes, quand elles tombent, ça fait ploc, hein, ça fait du bruit, donc ils utilisent vraiment quelque chose. Et alors là, il y a un problème d'un point de vue chimique, c'est qu'on ne peut pas avoir la même couleur au début et à la fin. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à séparer les liquides qui étaient de couleurs différentes. Surtout que quand il nous dit que c'est pour obtenir de l'éthanol. Or, l'éthanol est incolore. Et on leur avait passé
une vidéo de distillation où on leur montrait bien qu'au départ, on avait un mélange liquide qui était jaune et que ce qu'on récupérait après le réfrigérant, c'était un liquide incolore. Donc là, est-ce qu'il a fait exprès pour que ce soit plus coloré ou est-ce qu'il a tout simplement oublié? Je ne sais pas. J'ai pas voulu, lors de l'exposition, transformer l'entretien qui était chargé, qui était là pour les mettre en confiance, pour qu'ils me disent ce que voulait dire leur plan. J'ai pas voulu transformer ça en interrogation orale sur leur savoir de chimie, c'était quand même pas le lieu. Hein. Bon. Voilà. Mais vous voyez quand même que dans ce qu'il m'a raconté lors de cet entretien, il a le principe d'une distillation, d'une séparation par distillation. Hein. Il dit, il ne rentre pas en ébullition à la même chaleur. Alors là, on a une confusion typique qu'on retrouve en didactique entre les concepts de chaleur et de température, qui est due à l'emploi du mot chaleur dans le langage courant. Quand on dit quelle chaleur, en physique et en chimie, on doit dire que la température est élevée. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc c'est là que ça rentre un petit peu en conflit. Donc l'éthanol, il va être en ébullition. Les liquides qui sont ici, qu'ils avaient déjà pour faire la passion, ils rentrent en ébullition avant l'éthanol, du coup ils partent en vapeur, qui reviennent, là, ils reviennent dans les tuyaux qui les refroidissent, et après ça fait des gouttes. Et l'éthanol, il reste ici, et la potion qu'il y avait de base, elle est partie dans un autre tube à essai. Donc, d'après ce qu'il nous dit, ce qui reste, et là on a les deux liquides, alors là on ne sait pas lequel c'est, si c'est celui qui reste ou si c'est celui qu'il a obtenu, mais comme il nous dit que l'éthanol part, il devrait obtenir, ça devrait être incolore, parce que l'éthanol est incolore. Donc il s'est trompé. Et alors je termine l'histoire, parce que quand même c'était une histoire. Il goûte sa potion, le savant fou, et boum, une explosion, et il se transforme en Super Science. Alors j'ai dit, c'est quoi Super Science? C'est un personnage de manga, de Dragon Ball Z. Alors Dragon Ball Z, j'en avais entendu parler par mes fils plusieurs années auparavant, donc là j'étais moins, en terrain inconnu qu'avec le Transformers. Hein. Donc Super Science, ça allait, mais Transformers, ça l'avait pas. Voilà, donc ce désir de transformation est assez prenant. Donc voilà pour la planche de Teddy. La dernière planche que je vais vous commenter, c'est celle d'Antoine. Et là aussi, qui est sur la distillation. Et vous allez voir, le procédé de distillation est partie prenante de l'histoire. Alors, Antoine, il a décidé... Alors ça s'appelle l'union, le mariage. Attends, le mariage, oui, c'est ça. Alors, ici, on a quelque chose qui figure je ne sais pas si c'est un maire ou un prêtre, bref, quelqu'un qui célèbre l'union. Il dit « Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer l'union de deux liquides, Monsieur Sirop, avec le nœud papillon, et Madame O. » Voilà. Et ici, on a les parents sur les bancs. Alors là, c'est séparé. Vous voyez, vous avez une espèce d'objet rond. Hein, Monsieur Sirop, Madame O. Là, les parents, les objets sont joints. Il n'y a pas de séparation entre eux. Hein, c'est l'union. Et donc, qui disent « Nos enfants sont tellement beaux ». Bien. Alors, voici les deux époux qui se disent oui. Alors, on distingue Monsieur Sirop avec ici le nœud papillon, et autour des yeux, il n'y a rien. Et Madame O avec les cils ici autour des paupières. Et puis, la personne qui les unit dit « Je vous déclare maintenant ». Et vous voyez que là, les deux objets ronds sont reliés, unis par les liens du mélange. Oui, il y a une forme d'humour quand même. Hein. Bon. Et donc, ils sont rassemblés. On retrouve le Monsieur Sirop avec son nœud papillon, et puis là encore les cils de Madame O. Et alors là, on se retrouve dans le laboratoire de Thomas, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, et ils sont dans un ballon. Le Monsieur Sirop dit à Madame O, « Elle te plaise ces noces ?» Elle répond « Oui ». Alors on distingue bien encore vous allez voir pourquoi j'insiste tout le temps sur les cils de Madame O et le nœud papillon de Monsieur, et que lui, il n'y a pas de cils au-dessus de ses yeux. Alors il lui répond « Moi aussi, je suis tellement contente, heureuse de t'avoir. » Voilà. Et puis alors là, vous voyez, cette fois-ci, on voit bien un ustensile de chauffage sous ce ballon. Et Monsieur Sirop qui dit « Tu ne trouves pas qu'il fait chaud ?
oh oui, dit-elle, que si, oh que si, dit-elle. Voilà. Et à côté, on devine un Erlenmeyer avec des graduations. Donc on voit les deux gouttes qui se mettent à transpirer, enfin avec des gouttelettes, ça fait un petit peu curieux. Et là, on voit que ça commence à se séparer. Alors, on voit très bien ici les cils des yeux, donc c'est Madame O qui commence à monter et Monsieur Sirot qui sera en bas, et ils disent mais qu'est-ce que... Non hein. Et là, c'est là que Antoine a commis une faute d'orthographe. Parce qu'il écrit chérie IE, non. Et si on regarde bien, là encore, il y a des cils. Donc c'est bien Madame O qui monte, et c'est cohérent avec ce qu'on a vu ici. Donc il aurait dû écrire chérie I. Et figurez-vous que ça nous a quand même bien tracassé toutes les deux. Alors on s'est dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Mais non, et c'est bien clair, c'est bien Madame O qui monte, mais il a fait une faute d'orthographe. Donc c'est un peu troublant. Voilà. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne voit pas là non plus les tuyaux d'arrivée d'eau, on ne voit pas le dispositif qui maintient tout ça. Et puis on ne voit pas le passage à l'état vapeur. Alors là, c'est sans doute pour garder l'intégrité des personnages, hein, pour que ce soit plus joli, parce qu'on imagine Madame O à l'état vapeur, ce serait un peu curieux. Et récupération de Madame O dans l'Erlenmeyer qui est là, et Thomas, figuré avec sa barbe, voilà. Donc, et que dit-il ? Eh bien, oui, je lui avais demandé, mais pourquoi tu les as séparés? Bon, c'est comme ça. Il a pas voulu me dire pourquoi. Je ne sais pas s'il avait une explication. Hein. Il a simplement, j'ai envie de dire, voulu broder autour de la distillation. On fait des mélanges, et puis une distillation, c'est fait pour séparer les constituants d'un mélange. Bon, ce qui ne va pas dedans, alors vous allez dire que je suis tout le temps en train de chercher ce qui ne va pas, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont peut-être incorrectes, c'est qu'un sirop, en fait, c'est une solution aqueuse. Et donc, on ne peut pas obtenir l'eau comme ça, et le sirop en bas, c'est pas possible. On obtient de l'eau tout le temps, et puis à la fin, en général, les sirops sont des solutions aqueuses obtenues par dissolution de substances solides, donc on finit par obtenir un dépôt solide dans le ballon. Hein. Bon, mais on va pas chipoter, hein. Voilà. Donc, on vous a gardé cette planche pour la fin parce que le procédé de distillation est vraiment totalement intégré à l'histoire. On a de l'anthropomorphisation, de l'humour et puis un drame à la fin. Donc, vraiment tous les ingrédients d'une histoire. Alors maintenant, c'est Gaël qui va nous dire ce qu'il en est, comment ça s'est passé. Alors, on va passer le petit film. Oui, d'abord. Oui, oui. Hein, pendant... Ou alors, oui, tu racontes pourquoi tu as participé pendant que je mets en route le film. D'accord. Voilà, donc, alors moi, ma contribution a été très mince, puisque j'ai participé à tous les ateliers en tant que spectatrice. J'ai surtout trouvé les élèves volontaires pour Madame Carmen. Et ce qui a été très intéressant, c'est que dans les élèves qui ont participé, il y avait des profils très différents. C'est-à-dire qu'il y avait des profils d'élèves qui étaient passionnés par la chimie, mais qui ne savaient pas dessiner avant l'atelier, et qui donc ont beaucoup hésité avant de s'inscrire, et au contraire des élèves qui étaient passionnés par la BD et qui en sciences étaient un peu plus, qui avaient un peu moins de connaissances en sciences. Voilà, donc moi je les ai filmés, j'ai tourné autour d'eux, j'ai filmé, j'ai essayé d'intervenir le moins possible puisque j'ai laissé la place à Laurence qui a dégrossi le sujet de Thomas. Et donc, voilà, j'ai filmé pendant quelques séances leur performance, j'ai envie de dire. Je vais y arriver de la main gauche. Voilà. Donc, il n'y a pas de son. Donc là, c'est Morgane qui travaille avec Teddy sur Voilà, je vous laisse regarder. Les strips. Voilà. Ouais, il y a une petite musique de fond, ouais. Attends, on va le remettre au... Oui, mais attends, mais je ne veux pas tout bousculer parce que tout à l'heure on a eu un drame.
for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile it, been holding it in for a while it. Take you with me if I can, been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in but don't look down. J'ai pu saisir chaque moment effectivement de la création de la BD. I'm on top of the world, been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile it, been holding it in for a while it. Take you with me if I can, been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I'm on top of the world, I'm on top of the world, waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile it, been holding it in for a while it. Take you with me if I can, been dreaming of this since a child. Pourquoi tu as participé? Que voilà, qu'ajouter plus. Alors moi j'ai accepté de participer au projet parce que comme l'a dit Mme Carmen, je fais beaucoup de projets avec mes classes parce que effectivement c'est des projets qui sont très motivants. Il y a aussi une belle ouverture sur l'extérieur parce que mes élèves de 3e ont quand même rencontré un docteur qui travaille dans une université parisienne, donc voilà. Après, voilà, je vais laisser la parole à Mme Carmen. Merci Gaëlle. Alors, mon truc, ah oui voilà, la diapo suivante. Donc, pour terminer, une comparaison avec les autres ateliers BD Sciences. Donc, une similitude qui a été partagée par toutes les planches qui ont été faites donc lors de l'atelier BD Chimie, les ateliers de crypto, de physique et de microbiologie, c'est que les élèves mettent en scène des objets qui parlent. Donc l'anthropomorphisation, ça c'est commun à tous. Par contre, on a trouvé plutôt des spécificités des planches qui ont été produites dans l'atelier chimie. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'avaient pas été vues dans les autres ateliers. Donc, le fait que l'information scientifique, lorsqu'elle est délivrée, l'est de manière linéaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas, tout est vraiment, ça suit des étapes linéaires. L'usage de la démesure, on l'a vu. L'attraction des aimants qui est exagérée de façon immense, la croissance des cristaux immense, et puis il y avait une diapo que je vous ai, une planche que je ne vous ai pas montrée à propos de la centrifugeuse, où c'est pareil, on avait l'effet centrifuge qui était exagéré et qui expulsait l'élève, enfin le personnage de la maison. Donc vous voyez, c'est absolument démesuré. Il y a énormément d'implicites, voilà. Et surtout, le savoir doit absolument être connu du lecteur pour qu'il puisse entrer dans l'intrigue ou la comprendre. Si on n'a pas une idée du savoir en question, on ne peut pas comprendre la bande dessinée qui a été produite. Et pour terminer, voici quelques ressentis des élèves. Lorsque je les ai interviewés, voici ce qu'ils m'ont dit. C'était sympa parce qu'on pouvait s'amuser tout en apprenant. J'aime beaucoup la science physique et la chimie et les dessins, donc j'ai trouvé ça super de les combiner. Teddy, c'est celui qui a fait la bande dessinée qui est très bien, très jolie, très, très achevée. Lily Rose, j'ai trouvé ça pas mal, même si je préfère plus les matières scientifiques, mais c'est une bonne idée de faire ça comme ça. On voit un petit peu si on peut faire une BD nous-mêmes en fait. C'est pas si dur que ça. Et Antoine, le fait que j'aime bien les sciences, inventer des histoires et dessiner, ça ressemble un petit peu tout ce que j'aime. Du coup, c'était bien. Ça m'avait vraiment plu. Voilà. Je vous remercie. Et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Prêtes. Ça, oui, ça reste là. Allez-y. On vous écoute. Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment intéressant. Je voulais savoir exactement, donc là vous avez réalisé ça en 4 séances, c'est bien ça? Entre l'exposé, les exercices, l'élaboration et le crayonné. Combien de temps durait chaque séance? C'était le mercredi après-midi, c'était 3 heures. 3 heures chaque mercredi alors. Voilà. Ok. Mais je pense que c'était pas tous les ateliers comme ça, parce qu'en fait, nous, on est un petit collège de campagne. Et les élèves venaient que en transport scolaire, donc on ne pouvait pas non plus étaler sur plusieurs mercredis. Et puis pareil, le docteur et la dessinatrice venaient de loin, donc on voulait limiter en fait les déplacements. Mais c'est vrai que 3 heures, des fois, quand ils ont commencé à dessiner, ça passait très vite. Mais c'est vrai qu'au début, les 2 heures d'exposé du docteur, plus après, c'était long. Les premières séances étaient longues pour eux. Ouais. Mais après, ça se passe très bien. 3 heures, ça passe même très vite. Okay. Merci. Mais peut-être pour compléter, effectivement, comme dit Gaëlle, des ateliers BD, on en fait beaucoup. Tous font pas l'objet d'une recherche. Enfin, par ailleurs, c'est des actions de médiation qui sont faites régulièrement, en milieu scolaire ou pas d'ailleurs. Et tous les formats sont... On a tout essayé, je crois. On a fait 1 heure par semaine, 12 semaines, on a fait 2 heures par semaine, on a fait dans les établissements qui font école ouverte, on a fait pendant 1 semaine et c'était toute la journée. Enfin, tous les formats sont possibles. Après, ça se décide avec les administrations des lieux d'accueil, en fait. Bonjour, alors déjà merci parce que c'est vrai que c'était très intéressant et surtout pour la mémorisation de l'élève. J'avais 2 questions puisque dans les ateliers que vous avez fait, la consigne était assez générique puisqu'on demandait simplement à l'élève ce qu'il a en soi, ce qu'il a retenu. Donc parce que si on prend l'exemple style, si ça avait été redessiner ou retransposer le poids du soleil, une des planches était totalement appropriée. Donc là, c'était assez... la consigne émise était assez générale. Et en même temps, on voit que dans les planches, il y a aussi énormément cet état soit émotionnel ou situationnel de l'élève. Et donc, est-ce que vous avez pu faire les liens, justement, entre les profils de l'élève, enfin, des différents élèves, sur leur état émotionnel, leur connaissance de sciences et la résultante de la planche, et ainsi aussi sur le discours du doctorant, puisque en soi, quand vous parliez des cristaux qui étaient d'un seul coup, mais surdimensionnés, est-ce qu'à ce moment-là, le doctorant a utilisé en soi un visuel supplémentaire? Est-ce qu'il a insisté au niveau... est-ce que vous avez pu faire les parallèles justement pour donner encore plus de sens aux planches? Donc après, je te laisserai la parole pour la deuxième. Pour la première question, la réponse, elle est très rapide, c'est non. C'est-à-dire qu'on n'a pas, dans nos cadres d'analyse, pris en compte ce que ça pouvait toucher de manière plus émotionnelle, comme vous dites, chez l'élève. Je pense que Isabelle l'effleurait un tout petit peu quand elle parlait, par exemple, de la planche qui met en scène une séparation. Je ne sais pas si on aurait pu aller au-delà de l'interprétation... Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Non, mais on a fait l'hypothèse dans notre coin parce que voilà, mais il se trouve que nos cadres d'analyse en tant que chercheurs en didactique, on n'est pas. Moi, je sais pas faire. Enfin, je crois qu'on peut le dire. C'est au-delà de nos compétences en fait. Donc, il faudrait adjoindre d'autres collègues, d'autres disciplines pour effectivement pouvoir embrasser une complexité plus large qui engloberait des aspects affectifs, sociaux. Enfin voilà. Nous, on est resté sur le conceptuel en fait. Mais parce que c'est ce qu'on sait faire, à peu près. Oui, on le sait très bien qu'effectivement, en didactique, on peut ne pas tout expliquer, on n'a pas la prétention à tout expliquer, hein, et on sait très bien que l'émotionnel peut jouer un grand rôle. Bon, voilà. En ce qui concerne la croissance des cristaux, non... Thomas n'a pas montré quelque chose d'énorme. Il a montré la photo que je vous ai montrée moi tout à l'heure. Tiens, si je reviens en arrière, on va la voir. Sauf que voilà, pardon. C'est celle qui est là, hein, en plus gros.
Mais c'est tout. Et comme c'est montré quand même 50 micromètres, c'est pas énorme, donc il n'y a pas d'exagération. Oui, mais là, elle l'a dit elle-même, hein, c'est pour que ça fasse peur, pour créer une forme d'émotion, la peur, et pour qu'il y ait une chute, puisque une chute, c'est quelque chose qui doit provoquer l'émotion. Ce que leur avait dit d'ailleurs Laurence Bordenave lors de l'atelier, une chute doit provoquer l'émotion. Donc, vous voyez, si nous, on n'en parle pas, la médiatrice, par contre, le dit comme ressort d'une histoire. Hein. Et ils avaient fait donc ces ateliers de croissance de cristaux 2 ans avant. Oui. On avait participé. En fait, il y a beaucoup d'élèves qui ont participé à l'atelier BD Sciences, qui avaient déjà participé au club Sciences, et on avait fait un concours de croissance cristalline avec la Villeneuve d'Ascq, je crois. Voilà. Et donc je pense que dès qu'ils ont vu le mot cristaux dans l'exposé de Thomas, ils se sont dit oula, ça me parle, je sais comment ça se fait, ça va être facile. Mais je pense que la surdimension des cristaux, c'est avec Laurence qu'ils en ont beaucoup parlé, parce qu'elle leur a dit il faut trouver quelque chose. Oui, tu fais des cristaux, mais dans la BD, il faut qu'il y ait effectivement une chute. Et je pense que c'est elle qui les a guidés tout doucement vers. Voilà. Oui. Merci. Moi, je voulais savoir, au niveau des constructions de planches, est-ce que ça a été uniquement individuel de chaque élève, ou est-ce qu'il y a eu aussi confrontation des élèves entre eux pour la construction de la planche? Et est-ce que vous avez déjà fait des expérimentations en groupe? Je peux répondre à la deuxième partie de la question. On a une collègue, une collègue enseignante, Maud Pelé, qui est biologiste, qui met en place cette année des ateliers BD dans ses classes en seconde, en groupe de 30. Et évidemment, c'est pas possible de faire des planches individuelles, parce que ni la dessinatrice ni le médiateur ou la médiatrice peuvent suivre 30 planches en train de se faire. Donc c'est des planches qui sont faites en groupe. Alors je peux pas vous dire si c'est, je crois que c'est 4, mais peut-être je me trompe. En tout cas, c'est en train d'être testé en ce moment, cette modalité. Donc ça peut se faire en grand groupe, et donc avec des planches co-construites. Mais pour la première partie de la question, je laisse mon collègue. Ouais, là dans le projet c'était individuel, mais comme il n'était que 7, et que comme j'ai dit, le public était très divers, c'est-à-dire qu'il y avait des passionnés de sciences et plus des dessinateurs. À la pause, il y a eu interaction quand même, où le copain disait bah tu vois, moi je dessinerais plus comme ça, moi je ferais plus comme ça. Par exemple, si on regarde Loïc, il est passionné de science, et qu'il est pas, le dessin c'est pas son fort. C'est pour ça qu'il a transcrit le discours tel quel de Thomas. Si on prend, alors on n'a pas vu Laurine par exemple. Laurine, elle est très forte en dessin, et donc elle ne savait pas trop quel sujet prendre, donc elle a légèrement pris le sujet de Lily Rose sur les cristaux aussi. Et elle par contre, elle est passée à la couleur, parce que le dessin c'est son domaine. Et que dans le discours de Thomas, elle a suivi, mais elle s'est dit oulala, il me bombarde de jargon scientifique, les cristaux c'est bien, ma voisine elle fait ça a l'air très bien, allez hop, c'est parti. Peut-être une petite précision. Ce qu'on avait remarqué dans le projet Sarabande, c'est que souvent les planches qui étaient produites, elles étaient produites pour les pairs. C'est-à-dire, souvent on s'est dit, en fait, si on n'a pas assisté à l'atelier, cette planche on la comprend pas. En fait, on comprend pas les choix. Et en interviewant les élèves, on s'est aussi rendu compte que les planches étaient destinées d'abord à eux-mêmes. Et ensuite, si elles devaient être lues et comprises, elles devaient l'être par les gens qui avaient participé à l'atelier. Il y avait une forme d'installation d'une connivence entre personnes ayant participé à l'atelier. Il n'y avait pas, à aucun moment, en tout cas dans Sarabande, il y avait la volonté de mettre à disposition quelque chose. C'est un outil de connivence, en fait, je crois, vraiment. Absolument. Je n'aurais pas dit comme ça, mais c'est éclairant, oui, tout à fait. Tout à fait. Pendant que j'ai le micro, j'en profite, j'en ai une deuxième. Je voulais savoir aussi, est-ce que vous saviez déjà, est-ce que par exemple les élèves qui ont fait le projet avaient l'habitude de lire de la bande dessinée ou pas forcément? Ça c'est la première question.
Et puis ensuite, c'était savoir du coup, est-ce que des fois la démesure et les changements dans les paradigmes scientifiques, c'était pas aussi finalement peut-être aussi une forme d'ouverture d'esprit à d'autres manières de penser dans la science, peut-être qui s'ouvrait en fait, alors qu'il y a à retravailler bien sûr, hein, parce que des fois c'est peut-être trop loin, mais peut-être une forme d'ouverture d'esprit vis-à-vis de ça. Je peux répondre à la première partie de la question, puis Gaëlle complétera, mais quand j'ai fait les entretiens avec les élèves, effectivement, tous lisent des bandes dessinées, hein, tous absolument, donc ça fait partie de leur culture. D'où le fait qu'ils connaissent les codes en fait, parce que dans les 7 planches que vous avez montrées, en fait, ils connaissent pratiquement tous les codes. En tout cas, ils les ont bien intégrés en tout cas. Oui. Alors c'est bien de connaître les codes. Encore faut-il les utiliser à bon escient. Là, ils sont utilisés à bon escient. C'est justement ça qui est intéressant. Voilà, exactement. Hein. Et la deuxième partie de la question. Non, mais même pour tous les ateliers qu'on a analysés dans ces 4 ans, maintenant, pour moi, c'est un tout. Hein, c'est-à-dire, on a maths, physique, chimie, biologie, enfin, grâce à tous nos partenaires. Globalement, les élèves, quand c'est pas imposé, et ça n'a pas été le cas, sauf la collègue dont je vous parle, Maude, qui met cette année en place et qui l'impose à ses élèves, en fait. Pour le reste, c'est plutôt sur la base du volontariat, et les élèves viennent parce qu'ils sont lecteurs de BD. En fait, ils viennent pas parce qu'il y a science en tout cas, pas chez vous, oui, ça c'était un peu particulier par rapport aux autres. Et alors, la deuxième partie de la question, eh bien, c'est difficile de répondre, c'est toujours pareil en recherche, c'est toujours compliqué a posteriori de répondre à des questions qu'on ne s'est pas posées. Moi, je veux dire, ça fait partie d'une forme d'honnêteté, ça paraît un peu frustrant de répondre comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement difficile de savoir avec certitude jusqu'à quel point il y a eu des choses de la pensée pré-scientifique, si je l'appelle comme ça, qui ont été bouleversées. Je pense qu'on a des raisons de penser qu'il y a des choses qui le sont. Voilà, je prends toutes les précautions du monde. Et qu'il y en a de belles traces dans certaines planches. En chimie, pour moi, c'est particulièrement flagrant par rapport peut-être à d'autres. En cryptologie, moi, je les rapproche beaucoup, ces deux ateliers, crypto et... Parce qu'on est dans du processus, parce que la BD permet d'installer les choses dans le temps, parce que, ça paraît éloigné comme ça, mais en fait, il y a beaucoup de similitudes entre ce qui s'est passé en chimie et ce qui s'est passé en cryptographie. Après, est-ce que ça donne, si j'ai bien compris votre question, une autre construction de la science, c'est ça? Ou en tout cas, ça inscrirait les savoirs dans un paradigme qui serait un peu intermédiaire peut-être entre le paradigme scientifique admis et le paradigme naïf. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ouais, sans doute. On doit être dans une forme d'intermédiaire d'une certaine manière, mais là aussi, je pense que c'est une piste intéressante qu'on pourrait garder en tête pour une suite. D'autres demandes de parole ? Alors moi j'en avais une ou deux. Je comprends bien la logique d'avoir l'exposé du doctorant, mais est-ce que quelque part il ne serait pas aussi intéressant d'avoir une intervention de la collègue par exemple? Est-ce que le doctorant ne pourrait pas être remplacé par un collègue de terrain? Est-ce qu'il y a des choses qui changeraient vraiment de manière considérable dans le processus? Est-ce que vous l'avez tenté? Est-ce que on le tente en ce moment avec Maude Pelé, parce que c'est justement pour essayer de faire... On a plein de variables en fait sur lesquelles on peut jouer dans cet atelier, donc on s'amuse avec d'une certaine manière, et Maude Pelé, là en l'occurrence, c'est elle qui délivre. C'est l'enseignante de terrain qui va faire un de ses chapitres sous cette forme. Donc c'est en cours, hein, elle est en train de le faire, donc je peux rien en dire, si ce n'est qu'elle tente des choses qui... et notamment ça. Alors je ne sais pas si vous voulez... Je sais pas, est-ce que ça changera fondamentalement les... On verra. Ouais. Proximité avec le savoir scolaire, sans doute, qui va du coup faciliter... Nous, cette proximité avec le savoir scolaire, nous on l'a déjà ici, puisqu'on a quand même mis des techniques qu'ils connaissaient, puisque distillation, chromatographie sur papier, ils connaissaient, centrifugation, plus ou moins. Oui, voilà. Bon, il y avait que l'autoclave, le frittage, le montage à reflux, ça ils connaissaient pas, mais ça... Donc là, c'était nouveau, mais il y en a un qui nous en a parlé, justement, Loïc, qui a fait une recension assez fidèle, alors que les autres, non. Mais... Oui, il faut voir. Comme le disait Cécile, on a énormément de variables, donc il faut jouer sur pas trop de variables à la fois si on veut essayer d'en tirer des informations.
Et le fait que quand ces élèves-là reviennent dans la classe normale, classique, et dans les mêmes cours finalement de chimie, comment ils s'intègrent, ça a changé des choses, ou c'est eux qui prennent systématiquement la parole, ou ils redeviennent élève normal Non, ils redeviennent élèves normales. Par contre, ils ont apprécié, c'est que y a eu la petite exposition, et aux portes ouvertes aussi, ils sont venus présenter leur travail aux parents qui étaient là, et donc là, ça prend aussi une autre dimension, quoi. C'est ma BD, j'ai travaillé, j'ai fait... Voilà. Mais pour en revenir savoir si c'est plutôt un collègue de terrain ou un docteur, moi je pense que le docteur c'est important parce que déjà les questions oh là là madame il a fait combien d'études après le bac et puis alors bon on est un petit collège de campagne alors voir université d'Hydro Paris d'Hydro Paris oh là là non mais c'est vrai c'est incroyable oui c'est l'expert qui c'est voilà quoi. Et puis il expose ses recherches, c'est lui qui l'a trouvé. Alors en plus, qui concurrence le marché chinois, ça les a quand même bien. Dire waouh, nous petits Français, on peut faire ça aussi. Enfin, c'est vrai, ça les a impressionnés. Mais le fait que ça soit docteur, je pense que c'est important aussi de voilà. Oui, moi j'aime beaucoup cette piste de l'émotion parce que du coup, je suis en train de me dire, pour aller dans ton sens, que on avait fait un exposé on a fait venir un doctorant de l'Institut Pasteur pour un des ateliers microbiologie qui travaille sur les bactériophages et ses recherches s'inscrivent dans la lutte contre le cancer. Et alors là, je veux dire, ça a été un truc, effectivement, on n'a pas pris du tout cette entrée-là pour regarder les choses, mais il y avait cet effet de fascination aussi. Et oui, et puis cette personne vient nous parler en fait. En plus, dans cet atelier microbio, là, le doctorant, il a été pris complètement au jeu. Il est venu à toutes les séances. Donc, en plus. C'est pas plus l'aspect sens ou qui intervient, plus encore le côté émotion, sur cette histoire de cancer, sur cette histoire de concurrence avec les Chinois. Est-ce que ça ne proche pas plus de leur quotidien que parfois des savoirs qui sont un petit peu Non mais je sais pas, je sais pas. Peut-être le... C'est difficile de répondre comme ça. Je sais pas si on peut dire que la concurrence chinoise fasse partie de leur quotidien. Concret, alors c'est un fait qu'on leur énonce, mais avant ils n'avaient aucune idée du fait qu'on pouvait fabriquer des aimants. Enfin, je peux imaginer qu'ils ne savaient pas qu'on fabriquait des aimants, des nano-aimants, que ça servait partout dans l'automobile, dans tout ce que leur raconte Thomas. Et donc, je ne sais pas si le mot concret et quotidien sont pour cet exemple-là. Pour cet exemple-là, en ce qui concerne le cancer, davantage, je pense. Davantage. D'accord. Bon, je le dis pour l'enregistrement parce que, comme vous n'avez pas de micro, tu as dit que tout est fait en Chine, ils le savent et ils ont des idées de ce que c'est que la concurrence économique. Voilà pour ceux qui nous écouteront. Non, mais juste, excusez-moi, parce que du coup, je suis en train de repasser tous les ateliers au crible des choses que vous dites. Et dans l'atelier Soleil, en physique, il y a beaucoup d'élèves qui ont brodé sur... à un moment donné, les deux doctorants, donc la doctorante et le doctorant, sur les deux ateliers, ont parlé évidemment de la durée de vie du Soleil. C'est un des éléments d'identité du Soleil, sa masse, la distance à la Terre, sa température en surface, et sa durée de vie. Et évidemment, il y a le mot vie, il y a le mot mort, il y a le mot le Soleil est à la moitié de sa vie en ce moment. Il va mourir. Donc dans le langage, on utilise ces mots qui sont des mots évidemment émotionnellement forts. Et on a eu beaucoup de planches, du coup, notamment j'en ai une en tête du Soleil qui vient faire une thérapie. Alors, il va chez son thérapeute parce qu'il est désespéré, parce qu'il va mourir, quoi. Donc, ouais. Et là, les informations, c'était pareil, tout était exact, dans 4,5 milliards d'années, enfin, tout était tout à fait... Donc c'est sûr qu'il y a des moteurs comme ça,
Ce qu'on va chercher, c'est pas nécessairement les éléments de savoir. Il y a bien des éléments de discours, mais qui sont des éléments de discours un peu. Bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Tout en sachant que 4,5 milliards, c'est comme si je vous disais l'infini. Je veux dire, dans notre échelle, là, nous humaines, hein, bien sûr. Mais pour eux, à partir du moment où je mets un numéro, je mets une fin, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Oui, donc moi je suis complètement extérieure au domaine. Donc là, je voudrais comprendre aussi les conclusions. Comment elles vont être utilisées ensuite dans d'autres, peut-être domaines de recherche? Parce que là, la consigne, c'était les élèves écoutent un discours scientifique et après laissent libre cours à leur créativité. Donc, est-ce que ça va être, c'est pas la même chose que dire vous écoutez un discours scientifique et vous créez une bande dessinée pour retranscrire le plus précisément possible. On n'est pas du tout sur un travail d'appropriation réelle, je dirais un travail pédagogique permettant par exemple à un enseignant d'utiliser la bande dessinée comme outil pour transmettre le savoir. Donc là, vu que derrière c'est un travail avec de la créativité, comment les conclusions vont être utilisées dans d'autres domaines? Enfin, qu'est-ce que ça apporte de façon plus générale par rapport à la pédagogie ici, enfin, étant donné que c'était finalement un champ très ouvert. Je réfléchis 2 secondes parce que c'est pas facile. Je tente quelque chose comme ça au fil de ce qui me vient. Je pense qu'effectivement, la particularité de ces ateliers, c'est effectivement de ne pas mettre les élèves en situation de retranscrire du savoir avec des codes particuliers. Alors, ça existe. Hein. Enfin, il y a plein de projets. Quand on a fait Sciences en images, Sciences en récit à Angoulême, évidemment, il y a plein de collègues qui sont venus présenter des projets très proches, mais où les choses étaient plus contraintes. Moi, je crois quand même que si on devait tirer des conclusions de nos résultats de recherche pour alimenter des pratiques pédagogiques, je dirais que on pourrait mettre les élèves en situation de création de supports narratifs type BD, en ayant en arrière-plan les éléments spécifiques de l'artefact bande dessinée qui sont porteurs de mise en scène scientifique. Ça, je crois qu'on est capable de dire des choses là-dessus. Par exemple, si dans la classe on décide de faire des BD à des élèves pour retranscrire un cours ou un savoir, alors il est peut-être bon que ce savoir-là, il puisse être mis ça puisse être un savoir qui bénéficie de l'organisation chronologique. C'est pas toujours vrai en sciences. Ce que je disais, si vous avez, je vais vous dire, en physique par exemple, beaucoup de lois s'expriment avec un signe égal. Ça paraît idiot, mais le signe égal pour un scientifique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avant et d'après. Ça veut dire que tout est simultané. C'est hyper difficile ça à comprendre. Et ben ça, à le mettre en BD, ce serait pas une bonne idée, par exemple, parce que là, c'est parce que du coup, on va mettre de l'organisation chronologique derrière une loi qui ne l'est pas, et il faut surtout pas qu'elle le soit, parce que sinon, on pervertit d'une certaine manière le discours savant. Donc nous, on peut tirer des conclusions comme ça. Si on veut utiliser la bande dessinée pour être un support d'apprentissage ou de connaissance, alors peut-être qu'en amont, tous les savoirs ne sont pas bons à énoncer ou à utiliser pour être mis en circulation dans ce support-là. Et par exemple, les savoirs qui engagent de la simultanéité. Donc dès que vous allez avoir des explications, je ne sais pas si vous êtes... Enfin, typiquement, tous les savoirs en régime stationnaire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en gros, où tous les systèmes s'équilibrent parce que tout ce qui rétroagit. Voilà. Et ça, c'est vrai en biologie. Dès que vous avez un système qui est en rétroaction, il y a les contrôles, le contrôle de rétroaction, c'est un contrôle simultané en fait. Et ça, à mettre en BD quand on a une organisation chronologique, ça risque d'être compliqué, voire impossible. Voire là, on pourrait aller vers des erreurs. Je vous donne un exemple, parce que ça vous paraît peut-être un peu loin. Imaginons que vous vouliez mettre en scène l'effet de serre dans une bande dessinée.
L'effet de serre, on raconte beaucoup de choses et souvent beaucoup de bêtises, alors qui pourraient ne pas être très graves, mais le truc basique, c'est de dire, en fait, il y a des gaz qui font qu'il y a la chaleur qui s'accumule dans l'atmosphère et donc la température augmente. Sauf que si l'énoncé que je viens de dire est vrai, alors ça fait longtemps qu'on vivrait dans une espèce de cocotte minute et où on pourrait, enfin, la température serait tellement élevée parce que si ça augmente, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Or, il y a un équilibre, on vit en équilibre permanent. Le point d'équilibre se déplace, ce qui fait que... Oui, mais n'empêche que le bilan énergétique, c'est la grande loi de la conservation de l'énergie, il est toujours nul. Donc il y en a autant qui sort qui rentre. Sauf que l'équilibre se déplace. Et bien, dans un système de bande dessinée où on est plutôt dans de l'organisation chronologique des événements, on risquerait d'avoir des planches qui, si elles suivaient une organisation chronologique des événements, feraient écho à une tendance naturelle de la pensée d'organiser les choses de manière chronologique avec un avant, un après, un avant, un après, un avant, un après, et un truc du coup qui s'arrête jamais. C'est bien pour ça d'ailleurs que les cristaux ils grossissent. C'est un peu, là je rentre dans peut-être un truc un peu fin, mais c'est parce que votre question elle est pas simple, je pense. C'est-à-dire, nous, on a fait un projet de recherche sur un atelier qui nous est arrivé comme ça. En gros, on a des gens qui sont arrivés et qui nous ont dit, voilà, nous, on fait ça, et on aimerait bien faire de la recherche là-dessus. Donc, nous, on n'est pas arrivés en disant, ah, mais attendez, on va transformer vos ateliers pour que... Voilà, nous, on a dit, ok, on prend le truc, et puis on va en faire quelque chose. Et vous dites, finalement, les élèves sont très libres, et maintenant, si on devait utiliser des résultats de ce que vous avez fait pour piloter des choix pédagogiques, qu'est-ce qu'on pourrait garder? Donc, moi, je pense, cette affaire de chronologie, à mettre au regard de savoirs qui peuvent être chronologiquement racontés, en gardant leur sens. Voilà, ce qu'on dit aussi, c'est que je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire sans risque, des choses fausses, mais qu'on peut quand même utiliser dans la BD parce qu'elles sont sans risque. L'anthropomorphisation, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, si elle est bien contrôlée, si elle peut être productive sans grand risque sur les apprentissages. Est-ce qu'on peut aussi dire que comme les élèves étaient libres de faire ce qu'ils voulaient au niveau créativité, ils ont conscience d'écrire des choses fausses et donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris. Voilà, c'est ce qu'on a dit en fait, voilà, exactement. C'est pour ça que je vous disais qu'un des résultats, c'est que les mettre en situation de produire ces planches de manière très libre, tout en ayant une garantie que parfois ils savent très bien jusqu'où va cette liberté, et qu'ils ont bien conscience que non, un soleil, ça va pas monter sur une balance, parce que c'est absurde, mais que voilà, la balance, c'est un instrument de mesure de masse, et que du coup, c'est intéressant, etc. Ça les rend lecteurs, enfin moi je crois, il faut qu'on le valide, ça il faut qu'on continue la recherche, ça peut les rendre lecteurs critiques. Donc on prouve qu'il ne faut pas avoir peur d'une créativité par rapport en fait à la perversion du savoir. Non, moi je suis sûre que non. On nous l'a reproché, hein. Enfin, je veux dire, si je vous dis que cette question elle est pas simple, c'est parce qu'on a fait des restitutions et on nous l'a reproché ça. Comment ? Par exemple, le fait de laisser des traces de savoir perverti dans les planches, il y a des gens que ça bouleverse. C'est-à-dire que... Ou pas, oui, ou alors qui voient les planches comme un projet. Je pense que ce qui est important, c'est pas forcément le produit final. C'est-à-dire que c'est le processus qui conduit à ça et que finalement, le savoir retenu ou etc. il est ailleurs que dans la planche. Donc pour répondre à votre question, j'ai fait une digression, je me rends compte qui était peut-être pas appropriée, mais c'est effectivement toutes les traces qui ont conduit à tout le chemin et la créativité, elle permet des pistes d'exploration auxquelles on n'aurait pas pensé, hein, de toute façon. Oui, bien sûr, excuse-moi. Alors, moi je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai pris la planche d'Antoine, je sais pas si vous venez avec la séparation. Et en fait, la distillation, c'est au programme de 6e maintenant. Et j'ai montré la BD à des 6e, avec les erreurs qu'il y avait dedans. Voilà, pour juste qu'ils m'expliquent, en fait, à quoi servait la distillation. Et en fait, les 6e ne savent pas que le sirop, enfin, que la BD d'Antoine, ça fonctionne pas, quoi, parce que c'est du sirop et de l'eau.
Mais juste de voir les petites bulles qui se séparent, c'était une situation déclenchante. Et voilà, l'élève de 6e m'a dit, bah oui, même la distillation, ça sert à séparer deux choses. Et puis après, sur ça, on rebondit, et puis on est parti sur... Donc je pense que même les BD avec les erreurs qu'il y a à l'intérieur, il faut savoir, je pense que ça c'est propre à l'enseignant, savoir prendre ce qu'il y a à prendre dedans pour amener l'élève là où on veut l'amener, je pense. C'est-à-dire d'utiliser ces planches comme ressources pédagogiques et de faire identifier les éventuelles erreurs pour finalement rebondir sur les concepts et réintroduire les concepts de manière correcte. Voilà, il y a deux phases. Il y a la phase de production qui permet des choses, et la deuxième phase qui est la phase d'utiliser la production comme une vraie ressource pédagogique qui permet à la fois soit de conforter les savoirs, soit au contraire de les réintroduire et de les corriger. Non, mais je disais, oui, ça permet d'exercer une forme d'esprit critique. Parce que justement, celle de Teddy, là, qui est très belle, les surfaces qui sont gondolées, l'éthanol coloré, enfin bon, c'est intéressant pour ça. C'est utilisé par certains enseignants en histoire qui mobilisent les jeux vidéo à l'heure d'aujourd'hui, dans laquelle il y a des concepts historiques qui sont réels, et en même temps où il y a des erreurs importantes, et en fait ils utilisent les outils, le jeu vidéo pour mettre en avant ce qui relève vraiment de faits historiques et ce qui ne peut pas être un fait historique. Oui, puis je crois que ce qui est intéressant dans ce que vous proposez, c'est, et je ne savais pas ce que tu avais fait, je trouve ça super, c'est justement que de discuter aussi des raisons des choix en fait, qui sont faits. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs, mais ces erreurs, elles ont une motivation qui est liée à qu'il faut une intrigue, il faut plein de choses. Et du coup, ça effectivement, non seulement ça peut permettre d'engager les élèves dans un travail de dépistage d'éventuelles erreurs, mais aussi d'un travail sur les raisons pour lesquelles on fait les choses telles qu'on les fait. Ce qui déborde de la science, là, pour le coup. Mais... Est-ce qu'il y a des choses qui semblent transférables dans la classe entière par rapport à ce que cette année, là, par exemple, de ce que vous avez vu, vécu en expérimentant en dehors du temps scolaire, quelque part? Est-ce que vous avez repris un peu certaines pratiques? Est-ce que ça vous semble possible de faire cette... Enfin, je comprends bien, là, il faut vraiment un encadrement très précis, mais des petites choses qui pourraient être transférées dans le cours, je dirais, classique ou normal, à ce niveau-là. Au niveau de la BD, moi, je ne me sens pas capable. Il y a un travail en amont énorme, quand même, Je pense que déjà, après, il y a la question du nombre en classe, ou alors repasser au BD de groupe, comme on parlait tout à l'heure, mais je pense que non, moi, en tant qu'enseignant, je suis incapable de faire ça avec mes élèves seuls. C'est impossible. Il y a tout le travail de vulgarisation, la dessinatrice, ça fait un travail aussi énorme avec eux, pour tout ce qui est code de bande dessinée. Je pense que non. Et donc, ils ont eu combien d'heures, la dessinatrice, en fait? Parce que c'est vrai que le résultat est quand même... assez bien, quoi. Elle les suit systématiquement dans leurs dessins. 10 heures avec la dessinatrice. Ouais. Et avant de commencer leur vraie planche, ils ont fait effectivement plein de petits exercices sur les codes de BD, sur... elle a fait un très gros travail, Morgane. Dans la classe de Maud Pelé qu'il fait en grand groupe, il y a un dessinateur aussi. Oui. Et dans les petits strips, on voit beaucoup de choses aussi, dans les choix qu'ils font. Là, ce que je vous montrais avec Mounir et son soleil qui rentre dans le panneau de basket, qui pour le coup était vraiment un appel à son quotidien, là, vraiment, parce que pour lui, le soleil, c'était ça. Il y a des moments dans l'année où il y a coïncidence exacte entre le panneau de basket et la descente du soleil sur l'horizon. Donc c'est assez beau. C'est ça qu'il voulait mettre en scène, en fait. Mais ça, c'est travailler. Puis lui, il voulait faire que ça. Il voulait faire trois... Voilà. Donc il y a aussi le lien avec le prof d'art plastique, par exemple, il n'a pas été... Parce que là, c'est
commencer à faire, ou ça serait intéressant Ce ou pas sera intéressant? sans doute intéressant. Après, encore une fois, il y a l'histoire du projet qui fait qu'on fait venir des intervenants extérieurs, parce qu'encore une fois, c'est d'abord les ateliers qui étaient un objet existant, qui sont devenus un objet de recherche, et qui sont restés tels quels, en fait, dans les dispositifs. Après, je pense que si dans un établissement scolaire, un enseignant d'art plastique est intéressé et a des compétences dans la narration bande dessinée, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Hein.